Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui, lundi 14 mars, comme vous le savez probablement. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon lundi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Balance ta Science. Je suis très content de vous voir aussi nombreux déjà ce soir pour cette nouvelle émission. La Saint-Mathilde, je ne savais pas. Et bonne Saint, du coup, Mathilde qui est dans le chat. Merci, ça fait plaisir que tu sois là. Bien dans ma thèse, en tout cas... félicitations à toi, il me semble, si je dis pas de bêtises, que tu as déposé, fini ton manuscrit de thèse et que maintenant tu attends la soutenance, si je dis pas de bêtises. Mais n'hésite pas à me corriger dans le chat et à apporter des précisions si nécessaire. En tout cas, bienvenue, merci d'être là, merci à tous. Le bébé est déposé, oui. On peut l'applaudir, on peut la féliciter, n'hésitez pas à lui envoyer vos félicitations à Mathilde qui vient juste de déposer la thèse, un sacré manuscrit. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, voilà. La recherche avance, et ça, c'est le plus important, c'est le plus beau à voir. Et puis, surtout que le dépôt d'une thèse, c'est un moment quand même assez agréable, on va dire, puisque ça laisse l'esprit un petit peu plus libre pendant un temps jusqu'à la soutenance. En tout cas, voilà, petite reprise des Balance ta Science, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Je vais prendre le temps, comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'émission, le format, de présenter à la fois la chaîne et puis le principe des Balance ta Science, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, même si vous l'avez vu, le sujet de ce soir est dans le titre, un titre un peu, je vais pas dire provocateur, mais au moins assez général finalement, puisqu'on va essayer de répondre à une question, ou du moins apporter plutôt des éléments de réponse, essayer d'appréhender un petit peu mieux ce qu'est l'origine de la vie, ou plutôt comment le vivant a pu se débrouiller pour apparaître sur Terre. Donc sacrée question que beaucoup de scientifiques et de chercheurs à travers le monde se posent déjà depuis un sacré bout de temps. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que ça sera la thématique de ce soir qu'on abordera avec notre invité expert en la matière. En attendant, comme je le disais, petite introduction générale pour vous dire que tout se comprend. Donc là où vous êtes, cette chaîne Twitch est une chaîne de vulgarisation scientifique où l'objectif est de parler de différents sujets, pas seulement de sciences dures entre guillemets, mais également de sciences humaines et sociales, comme différentes disciplines telles que l'histoire, la socio, ce genre aussi de thématiques qu'on essaie d'aborder, même si c'est un petit peu moins vrai en ce moment. Il y a tout un tas de formats que je propose sur ma chaîne, dont vous pouvez retrouver les rediffusions sur ma chaîne YouTube, Tout se comprend replay. Je laisserai éventuellement un modérateur comme Stiofan mettre le lien vers la chaîne de rediffusion dans le chat, au cas où si ça vous intéresse. En tout cas, parmi tous les formats qui existent sur la chaîne, il y en a beaucoup dans lesquels j'invite des experts à venir parler de leur thématique. Il y en a dans lesquels, au contraire, nous-mêmes, on essaye d'élaborer un petit peu des éléments scientifiques, et on essaye nous-mêmes de se renseigner sur des sujets et de traiter d'actualités scientifiques, tout ça. Je ne vais pas passer trop de temps à présenter non plus ma chaîne, mais ce que je vous recommande, c'est d'aller jeter un œil à ma chaîne YouTube Tout se comprend replay, et également, si vous voulez en savoir plus et avoir encore plus de formats à disposition, toujours l'onglet vidéo de ma chaîne Twitch, dans laquelle j'organise plein de rediffusions sur différentes thématiques avec plein de playlists. C'est assez bien organisé. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil si ça vous intéresse. En tout cas, ce soir, c'est ce qu'on appelle Balance ta Science, une émission que je qualifierais de la plus technique, entre guillemets, parce que on invite un expert et on essaye de passer environ 1h30, 2 heures sur un sujet pour l'approfondir, puisqu'on a un expert à disposition, donc autant en profiter. On lui pose un maximum de questions et on essaye de faire en sorte que les réponses soient le plus compréhensibles possible. Donc voilà, c'est un format qui se veut interactif, c'est une sorte de interview, discussion vulgarisée. N'hésitez pas à poser toutes les questions dans le chat, même à poser des questions qui vous paraissent les plus bêtes, parce que l'objectif c'est que vous compreniez finalement, enfin que moi aussi évidemment, mais que vous, le chat, les viewers, arrivez à saisir au moins quelques notions, même si l'idéal serait de tout comprendre, c'est jamais facile de tout comprendre.
Mais si déjà vous arrivez à sortir du live avec quelques nouvelles notions, quelques nouvelles connaissances à disposition, eh bien, ça sera tout gagné pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, même si c'est des questions qui vous paraissent un peu bêtes ou que, au contraire, vous n'avez pas compris ce dont on est en train de parler, vous voulez une répétition, par exemple, vous voulez qu'on réexplique certaines notions qui ont déjà été expliquées, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas compris, c'est que probablement d'autres personnes n'ont pas compris non plus. Donc dites-vous bien qu'il n'y a aucun souci, ne soyez pas timide et osez dire que vous n'avez pas compris quand vous n'avez pas compris. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc bienvenue en tout cas, je vois qu'il y a plein de nouveaux viewers qui sont là pour la première fois dans le chat, qui écrivent pour la première fois. Félicitations déjà et merci d'être présent. Plus simple pour le débat / question. Exactement, bah, c'est le principe de l'émission NLN. C'est une émission qui est faite pour vous. Et vous vous doutez bien que sur un sujet comme l'origine de la vie, on va pas 2 heures va pas être en fait suffisant pour tacler tous les aspects de cette grande question-là qui est très fondamentale on va dire dans notre approche du monde et de l'univers. Enfin, c'est une question qui, pour moi, en tout cas, me fascine, que j'ai pu aborder un petit peu indirectement via les études et les recherches que j'ai fait durant mon parcours scolaire, mais voilà, je ne suis pas expert en la matière, j'ai quelques notions de base, et je suis très content de proposer cette émission, pas seulement pour vous, mais aussi pour moi, pour que j'approfondisse certains des aspects que je connais plus ou moins déjà, et peut-être j'ai l'impression de connaître certaines choses qui sont peut-être maintenant aujourd'hui fausses aussi, parce que ça fait longtemps que je fais plus de recherche dans ce domaine-là, qu'est l'origine de la vie, les sciences qui s'intéressent à l'origine de la vie. On reviendra un petit peu sur cette grande question-là, et on s'intéressera aux disciplines aussi qui essayent de tacler la question. C'est quoi la vie? Effectivement, Arthur le Viking qui pose la question, c'est déjà une question en soi qui pourrait nous prendre 2 heures, dont on parlera probablement au moins un petit peu. Donc voilà, dites-vous bien qu'en 2 heures on n'arrivera pas à parler de tout, mais si déjà on arrive à toucher du doigt différentes parties et qu'on arrive à apprendre 2-3 choses et que vous en sortez avec un peu plus de connaissances que quand vous êtes arrivé, ben voilà, le dilemme, le deal sera passé, finalement l'objectif sera rempli parfaitement. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà le principe de Balance ta science. Une émission où on invite des gens qui savent des choses pour qu'ils nous les expliquent et qu'on essaye de comprendre, qu'on essaie de vulgariser un maximum. Et voilà, la rediffusion sera disponible au bout de quelques jours sur la chaîne YouTube Tout ce qu'on prend replay. Donc même si vous ne pouvez pas assister jusqu'au bout à la discussion, eh bien il n'y a pas de problème, vous aurez toujours la rediffusion disponible. Alors si vous êtes très pressé, il y a la rediffusion Twitch qui est directement disponible après la fin du live, mais si vous n'êtes pas trop pressé, vous pouvez attendre quelques jours et aller voir sur YouTube quand la rediff sera publiée. Est-ce qu'on peut repartir avec moins de connaissances qu'au début? Je pense que oui, si la discussion est tellement floue et tellement ambiguë et qu'on comprend rien, en fait, on va peut-être même se déconstruire des choses qu'on connaissait, qu'on avait l'impression de connaître et qu'on ne connaît plus. Donc je sais pas. J'aurais tendance à dire que c'est une possibilité, mais en tout cas, on va essayer de ne pas faire ça. Je vais remercier maintenant les derniers follow. Donc Boubou le chef et Panda Ennis qui ont follow quand la chaîne était en off. Et je remercie également les subs, Nicolas Dédé qui a sub pendant le waiting screen pour son 20e mois. Pour des os en pleine forme, merci beaucoup Calcium, effectivement, bravo, félicitations. Et merci beaucoup Better Life Zero pour ton 8e mois de sub. Voilà, je remercie ici les subs exceptionnellement, mais sachez que à partir de là, je ne vais plus intervenir pour évidemment des raisons d'organisation et histoire de fluidifier les échanges. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie d'avance. S'il y a des nouveaux follow ou des nouveaux subs, merci beaucoup pour votre soutien. C'est vraiment très important et ça aide beaucoup la chaîne. Voilà. La rediffusion Twitch pour les non-abonnés est beaucoup plus coupée de pubs que celle sur YouTube. Ah bah je savais pas ça. Je savais pas qu'il y avait plus de... Il y a quand même pas mal de pubs, excusez-moi, sur YouTube également. Merci Robin pour la découverte de Dr Stone, je ne connaissais pas avant de suivre la chaîne. Bah tant mieux, comme quoi ça peut servir. Il y a les rediffusions de Dr Stone qui sont disponibles dans l'onglet vidéo de ma chaîne Twitch si ça vous intéresse. Mais je suis très content de t'avoir fait découvrir ça en tout cas. Voilà, je pense qu'on est bon. Voilà, une petite présentation de 10 minutes, c'est le temps qu'on met habituellement pour parler un petit peu de la chaîne. Une dernière chose avant qu'on commence,
c'est l'existence d'un serveur Discord qui s'appelle le serveur Discord PogScience. C'est un serveur Discord qui rassemble plein de vulgarisateurs qui font de Twitch une plateforme éducative. En gros, ce sont des vulgarisateurs qui nous essayons, parce que j'en fais partie, de faire de la vulgarisation sur Twitch en particulier. Donc on vous propose des lives très régulièrement, comme celui-là par exemple, sur des thématiques très différentes, et ça nous arrive à plein de moments aussi de faire des collabs. Donc n'hésitez pas à suivre le serveur Discord PogScience pour découvrir aussi d'autres streamers et streameuses de vulgarisation, et voilà, et de découvrir d'autres formats, d'autres personnalités, d'autres manières d'apprendre. Donc voilà, ça c'est le petit pub pour PogScience avant qu'on commence. Bon, je pense qu'on a fait le tour qu'il fallait faire. On va pouvoir commencer, et évidemment, on va pouvoir commencer maintenant, puisque je ne suis pas seul, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Il y a toujours un invité avec moi, un expert du sujet, et cet expert ce soir, il est là, il est avec moi, il m'entend, et vous allez l'entendre dans quelques instants. C'est Robert Pascal. Il est avec nous, un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît dans le chat pour Robert. Félicitations, bravo. Les applaudissements. Et voilà, on voit toujours des applaudissements aussi sur ma petite box de son pour accompagner l'introduction de l'expert qui va venir avec nous, enfin qui sera là ce soir. Donc déjà, Robert, bienvenue. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Alors on se connaît un petit peu de loin, parce qu'on s'était déjà vu plus ou moins à différents événements, même si on va dire on n'a pas travaillé directement ensemble, étant donné que j'ai un petit peu travaillé indirectement sur la thématique de l'origine de la vie. J'ai eu l'occasion de voir ton nom apparaître à différents endroits, et aussi d'assister à certaines de tes interventions. Donc déjà, merci beaucoup d'être là. Déjà, première question, comment tu vas ? Mais ça va très bien, et toi ? Ça va bien, ça va bien. Je vérifie que normalement on devrait t'entendre. Oui, n'hésitez pas à dire dans le chat s'il y a un problème de son, si vous nous entendez bien, etc. Ou s'il y a un souci. Moi ça va, j'ai aucun problème là-dessus. Ah bah, au moment où je dis n'hésitez pas s'il y a un problème, Robert disparaît dans la pénombre. Il est parti, ça y est. C'est bien dommage ça. Comme quoi, des fois, faut pas parler des problèmes parce qu'ils arrivent. Alors, est-ce que c'est moi le souci ou pas ? Je vois que j'ai pas perdu d'image. On m'entendait bien. Il a disparu. Il a disparu. Dans les couloirs du temps. Il est dans le noir. Le son est nickel. Top. Bon, bah du coup, je vais devoir meubler. C'est pas la première fois qu'il y a un petit problème là, mais c'est pas de mon côté, j'ai l'impression. Vous m'entendez toujours ou pas, le chat ? Est-ce que c'est moi qui ai déconné ou pas ? J'ai omis les œufs de caille. C'est une catastrophe. Oui, on entend. Ouais, je pense que c'est du côté de Robert. Bon, bah, on peut le... Il m'a dit quoi ? Je n'ai plus de son. Ah oui, mais c'est normal parce qu'il est parti. Attendez, faut que je lui réponde. Problème technique en live qu'on va régler, il n'y a pas de problème. De toute façon, on a le temps, vous savez. Ce n'est que le début. Heureusement que ça arrive maintenant et pas en plein milieu de l'émission. Je vais lui dire rejoins-moi. Parce que c'est compliqué, on échange par mail, donc forcément, c'est un peu plus délicat, un peu moins rapide pour parler. Mais tout se passe bien. Hop. En attendant, il faudra que je vous présente Robert. Robert est un chercheur émérite au CNRS. Alors c'est un statut très particulier, c'est un statut que vous obtenez en fin de carrière au CNRS, vous pouvez être qualifié d'émérite du coup. C'est une sorte de la retraite du chercheur si vous voulez, c'est-à-dire que ce n'est pas une retraite au sens où vous ne travaillez plus, parce que vous pouvez, en fait, je crois pas que vous ayez des obligations, mais on lui demandera. Mais je crois pas qu'en tant qu'émérite, vous ayez des obligations d'heures, mais vous êtes quand même, vous pouvez en fait continuer de faire de la recherche si vous voulez, donc vous déplacer librement à l'université et publier des articles
etc., etc. On va lui demander justement. Ah, est-ce que tu nous as rejoint, Robert? Est-ce que tu es... Je vous ai rejoint. Ah Je oui. sais pas, j'ai eu un problème d'ordinateur qui s'est un peu figé. Ah, ouais, ça doit être ton ordi de ton côté, Oui. parce que moi, tout allait bien de mon côté. Bah, on va prier pour que ça reste comme ça. C'était un peu Ben étrange oui. cette coupure, mais Peut-être un ouais. peu trop d'applications ouvertes en même temps, je Ah sais oui, pas. oui, voilà, tu peux faire ça et effectivement, si tu veux un Je vais petit peu essayer de tout. maîtriser. Voilà. Donc j'étais en train de parler justement de ton statut de chercheur au CNRS émérite, en essayant d'expliquer un petit peu la différence, mais tu seras mieux placé que moi pour le savoir finalement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être émérite au CNRS en tant que chercheur? Ça veut dire simplement que je suis en fait retraité, mais que le CNRS me permet de travailler dans ces laboratoires, me permet de continuer à étudier, de continuer à diffuser mes connaissances, donc continuer à faire ce genre de choses. Par contre, sans avoir de responsabilité en ce qui concerne la direction de la recherche, hein. C'est-à-dire que je suis... Alors c'est vrai qu'en plus avec cette période de Covid, ça a été encore plus éloigné de la recherche, mais finalement, les autres chercheurs se sont retrouvés un petit peu dans la situation des mérites, dans la mesure où les laboratoires étaient Ah fermés oui. aussi. Donc ça a créé un lien particulier par rapport à la recherche, c'est vrai. Hmm. Et oui, et aussi ça libère une place de maître de conf ou de chargé de recherche. En gros, ça libère, parce que c'est ça, faut le préciser, dans la recherche publique, il y a un certain nombre de places pour être chercheur. Ces places sont très prisées, justement. Et donc, finalement, le fait d'avoir aussi le statut émérite, c'est quelque part, il y a une nouvelle place qui se libère pour un nouveau chercheur. On va dire un jeune, entre guillemets, chercheur qui pourra prendre la place, quoi. Oui. Ça peut Ok. être le cas, mais enfin bon, ça dépend Ah, de ça nos dépend. politiques scientifiques, hein. Ok, ok, c'est pas toujours le C'est cas. ça, c'est pas parce qu'un chercheur s'en va qu'il y a un jeune qui est. Ah, En fait, malheureusement, bon, ça le marche pas toujours comme ça. CNRS au niveau global fonctionne, et l'université c'est un petit peu pareil, avec un certain nombre de postes, certains départs en retraite sont remplacés, d'autres non. Ouais. Ça, c'est un petit peu, ça dépend des politiques scientifiques, hein. Bon, je critique rien du tout là, mais c'est vrai on n'est pas dans, pour les jeunes comme toi, on n'est pas dans les périodes de vache grasse, quoi, hein. Après, tu peux dire ce que tu veux, toi, t'as rien à perdre, j'ai envie de dire. Non, moi c'est fini là. Ouais, voilà. Moi c'est Mais pareil, enfin, j'ai quitté la recherche publique, donc je pourrais dire aussi beaucoup de choses que je pense, mais on va s'arrêter là. C'est pas le voilà, sujet de ce soir. Pour te présenter un petit exactement. peu, Robert, et tu m'arrêtes si je raconte des bêtises, je vais reprendre ce que tu m'avais envoyé comme indication sur ton cursus. Tu es issu de Montpellier, enfin, tu as fait la plupart de tes études à Montpellier, de l'université de Montpellier, où tu as eu une thèse en chimie organique, une thèse soutenue en 1980. C'est la première fois que je présente une thèse soutenue il y a autant de temps. Et c'est marrant qu'on parle de thèse parce que justement, dans le chat, il y avait bien dans ma thèse qui est une thésarde qui vient à peine de déposer son manuscrit là et qui va probablement soutenir, je sais plus quand, mais dans quelques temps. Et donc, comme quoi, enfin, le processus de production de chercheurs, on va dire, continue avec le temps. C'est peut-être une des choses qui a assez peu évolué. Enfin, peut-être ça a évolué sur certains aspects, mais bon, c'est marrant, ça fait écho à ça. Après, du coup, ta thèse en chimie organique, tu as effectué du coup ta carrière au CNRS. Maintenant, comme je l'ai dit, tu es émérite. Donc, il faut savoir qu'au CNRS, il y a plusieurs statuts de chercheur. Je crois que quand on rentre, on est chargé de recherche de base, c'est ça. Et après, on peut monter d'un échelon et devenir directeur de recherche. Et donc, toi, tu as fini directeur de recherche. Et aujourd'hui, tu es directeur de recherche émérite, puisque tu as ce statut-là. Et tu es rattaché aujourd'hui, non pas à Montpellier, mais à Marseille, dans un laboratoire qui s'appelle le PIM, pour physique des interactions ioniques et moléculaires.
Donc ça aussi, c'est une particularité, je crois, dans le CNRS, tu peux bouger aussi, géographiquement parlant, bouger d'un laboratoire à l'autre en France, quoi. On n'est pas obligé de rester au même endroit, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a Oui, oui, on peut bouger. Et moi, en fait, bon, et c'est peut-être ça, c'est en rapport avec le sujet de l'origine de la vie. Moi, j'ai relativement bougé au niveau des laboratoires, des domaines de recherche, puisque je suis parti de la chimie organique. J'ai ensuite été dans des laboratoires de biologie, dans 2 laboratoires différents de biologie, pour revenir à la chimie organique, et puis finalement maintenant un laboratoire dont le domaine principal est la physique, en fait. Ah oui, oui. Donc voilà. Donc je crois Si, que c'est intéressant. Ce que tu soulignes, c'est montre aussi oui, la pluridisciplinarité de ton parcours et le fait que tu as pu rejoindre des entités qui en fait avaient des spécialités de base qui étaient différentes. Mais, exactement. mais justement, avec cette pluridisciplinarité, tu as pu avoir une polyvalence finalement dans le type de recherche que tu as fait. Et ça t'a ouvert vers principalement la biochimie, de ce que je comprends, donc la chimie du vivant, et en particulier là, donc la thématique de ce soir qui est la chimie des origines de la vie. Donc moi j'ai tendance à appeler ça la chimie prébiotique. Est-ce que c'est le nom qu'on donne en général? Est-ce que toi tu acceptes qu'on parle de chimie prébiotique pour dire la chimie de l'origine de la vie ou avant que la vie apparaisse? J'accepte ce mot-là, J'accepte. mais Merci. j'accepte ce mot-là, mais avec un certain recul, on va dire, D'accord. parce qu'en fait, prébiotique, c'est quoi prébiotique? Prébiotique, c'est qui précède la vie. En Oui. plus, il y a une autre acception de prébiotique qui a été introduite, c'est-à-dire, donc il y a une alimentation prébiotique, c'est-à-dire, je crois qu'il est donné dans des alimentations un petit peu parallèles, où on amène Ah des oui, oui, bactéries oui. pour la Oui, flore c'est un autre. intestinale, etc., Effectivement, qui c'est n'a une autre définition. strictement Ouais. aucun Rien à voir. rapport. Ouais. Rien à voir. Mais un prébiotique, là, c'est un nom commun. Dans ton cas, là, ce que tu décris, l'alimentation, c'est un nom commun, alors que nous, on parle d'un adjectif pour qualifier, pour dire avant la vie prébiotique, la chimie qui Oui. s'intéresse avant l'apparition de la vie et comment la vie est apparue. Euh, Voilà. Mais et un des problèmes par rapport à ça, c'est que on prend par exemple un acide aminé. Alors surtout, quand on parle de chimie prébiotique, encore ça va. Mais quand on parle de molécules prébiotiques, on dit un acide aminé, c'est une molécule prébiotique. On peut effectivement considérer qu'un acide aminé dans l'océan primitif de la Terre pouvait être une molécule pouvant donner lieu à la vie. voilà, il Mais faut on trouve rappeler, aussi pardon, excuse-moi de te couper, il faut rappeler que les acides aminés, c'est des molécules qu'on les retrouve dans notre corps et qui Voilà, constituent en fait les briques élémentaires ce qu'on appelle les protéines, qui sont exactement. les molécules un petit peu ouvrières qui vont faire en sorte que notre corps fonctionne correctement. Et donc, en assemblant plein d'acides aminés, on a une protéine. Et donc, le vivant a besoin d'acides aminés. Mais l'acide aminé en lui-même, c'est une molécule. Il y en a d'ailleurs des très très simples, des acides aminés. Quand on dit simple, c'est des petites molécules. Et donc, qui dit acide aminé dit pas forcément vie, quoi. Donc, on peut avoir un milieu dans lequel il y a des acides aminés sans dire qu'il y a d'organismes vivants, parce que les acides aminés, ça reste des petites molécules. Enfin, certains. Voilà. Donc on peut en avoir effectivement, on peut en avoir dans un océan primitif, sur une planète qui pourrait donner lieu à la vie, mais on en a trouvé sur la comète Chury, par exemple. Et puis aussi, on peut en acheter chez un marchand de produits chimiques Oui, c'est ça. qui l'a fabriqué par des méthodes de chimie industrielle, etc. Moi, j'ai passé 10 ans de ma vie à essayer d'améliorer les méthodes de synthèse d'acides aminés qui étaient donnés à manger ensuite et qui sont toujours donnés à manger aux poulets pour les faire grossir plus vite, hein. Et effectivement, il y a des usines qui fonctionnent comme ça. Et bien, pour faire cette synthèse industrielle d'acides aminés, et c'est là où ça devient amusant, c'est que nous, on s'amusait à essayer des réactions qui avaient des implications dans le domaine
prébiotique, effectivement, dans l'origine de la vie. Donc Hmm. c'est pour dire qu'effectivement, la chimie prébiotique, elle peut être en rapport avec l'origine de la vie, mais la même chimie peut servir à faire autre chose. On peut l'utiliser, on peut pour comprendre comment marchent les réactions, etc. Oui. Donc en fait, la chimie prébiotique, c'est encore une fois un domaine qui est enfin, tout à fait arbitraire, finalement, Ouais. c'est un petit peu. Et surtout, ça n'est pas indépendant des hypothèses que l'on a par rapport à l'origine de la vie. Oui. C'est-à-dire que quelque chose qui sera prébiotique pour moi ne sera peut-être pas prébiotique pour quelqu'un d'autre qui va étudier en partant d'une autre hypothèse. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tous les chercheurs ne placent pas le moment où on dit bah, la vie, ça c'est de la vie, quoi. Dans l'histoire, en fait, on sait que dans l'histoire de la Terre, il y a un moment où il n'y avait pas de vie, ça tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a pas toujours eu de la vie sur Terre, et on sait qu'il y a un moment où il y a eu de la vie. Sauf que entre dans la communauté du coup des chercheurs qui travaillent sur cette discipline-là, qui est l'origine de la vie, bah, en fait, il y a la grande question de savoir à quel moment on définit le passage de la non-vie à la vie. Comment on fait? Ah ben là, pour moi, là c'est une chose à laquelle j'ai relativement bien réfléchi. C'est qu'en fait, et d'ailleurs, on va partir d'assez loin. Hmm. Quand on regarde les travaux de Darwin, enfin, l'hypothèse de Darwin, elle est basée sur une idée qui est la continuité de l'évolution. C'est-à-dire Ouais. que l'évolution est un processus continu. Effectivement, pourquoi arrêter la continuité au début de la biochimie? Est-ce qu'on ne peut pas remonter un petit peu avant? Et d'ailleurs, il y a une fameuse phrase de Darwin dans laquelle il écrit dans une lettre à un de ses collègues que s'il avait existé une petite mare chaude avec des éclairs, de l'ammoniac, etc., il pourrait se former quelques protéines qui pourraient, alors il ne le dit pas qui pourraient évoluer, mais qui pourraient subir des changements. Et dans sa bouche, enfin, ou sous sa plume, ça veut tout à fait dire qu'il pensait qu'il y avait une continuité évolutive entre la chimie et la biologie. Si on a une continuité évolutive, la question de définir ce qui est vie, ce qui n'est pas vie, devient purement arbitraire. Hmm. Et à ce moment-là, on peut décider que ça c'est vie, ça c'est pas vie. Moi, la Ouais. comparaison que je fais, c'est par exemple par rapport à l'astronomie. Oui. Je sais plus quand on a découvert Pluton, mais je pense que c'est au début du XXe siècle. Pendant 50 ou 80 ans, on a dit que Pluton était une planète. Hmm. Et puis un beau jour, les astronomes se sont dit c'est quand même embêtant parce qu'on a des corps qui font presque la même taille. On va arrêter de considérer Pluton comme une planète. Donc Pluton n'est plus une planète, mais Pluton est un petit corps du système solaire. Voilà, donc la vie, c'est peut-être un peu la même chose, c'est-à-dire on peut décider que telle chose est vivante, telle chose n'est pas. Il y a des gens, par exemple, et j'en fais pas partie, mais enfin, il y a des gens qui considèrent que les virus ne sont pas vivants. D'accord. Alors moi, je ne sais pas si les virus sont vivants ou pas. Ce dont je suis sûr, c'est qu'ils font partie du monde vivant, parce qu'ils ne peuvent que s'exprimer qu'à travers des cellules déjà existantes. Ils arrivent à traduire leur information génétique, la faire traduire par des cellules. Alors, Hmm. ils n'ont pas tout le mécanisme nécessaire à être vraiment autonome, mais quel être vivant est vraiment autonome? Il y en a très peu. Il y a peut-être quelques bactéries. Si on réfléchit par exemple, moi je donne cet exemple-là, envoyer une vache sur Mars, hein, eh ben, pour arriver à faire vivre une vache sur Mars, quand on regarde, elle va pas pouvoir vivre toute seule, parce qu'il va lui falloir de l'herbe, hein, c'est-à-dire des plantes, qui elles-mêmes auront besoin de bactéries qui fixent l'azote. La vache, elle va avoir besoin de je ne sais pas combien de dizaines ou de centaines de bactéries dans sa panse pour arriver à digérer les végétaux, Hmm. etc. Donc cette question d'autonomie, elle n'existe pas. Et c'est vrai qu'assez souvent, on est confronté
à définir un être vivant uniquement parce qu'il fait partie d'un écosystème. Et je crois que l'écosystème, c'est la vie. Voilà, on peut Ok. définir la vie, mais un être vivant, est-il vivant ou pas? À chaque fois, ça pose problème. Ah, c'est intéressant comme vision, c'est vrai que je l'avais jamais pensé comme ça. En fait, on peut pas diviser, on peut pas réduire, c'est un peu réductionniste finalement, que de réduire la vie à des individus vivants, quoi. Il faut que, en fait, la vie, pour qu'elle elle s'exprime et qu'elle soit étudiée de manière réaliste, il faut l'intégrer dans un écosystème, quoi, dans un environnement, parce que alors, elle évolue au sein d'un environnement, elle a des échanges avec l'environnement en permanence, quoi. Ça serait ça, la justification. C'est déjà ça, et puis si on reprend la théorie de Darwin, effectivement, elle s'adresse à des espèces et donc à des populations. Ouais. Donc nous, bon, on est individualiste, on sait très bien, on parle de nous, je, avec un je, donc on a cette notion d'individu, mais globalement dans l'évolution, ce qui peut compter, c'est beaucoup plus l'histoire des espèces. Mm, mm. Donc en fait, à chaque fois, on va se trouver, et les espèces ne sont pas toutes seules, bien sûr. Ouais, elle fonctionne en population. Il y a déjà pas mal de questions, les gens sont super intéressés, on est plus de 40 sur le live, donc ça fait plaisir, il y a pas mal de monde et c'est vachement cool que vous soyez là, pardon. N'hésitez pas à mettre vos questions, je vais essayer de les prendre un petit peu au fur et à mesure et les placer un peu au bon moment. Tout à l'heure, tu as parlé de l'acide aminé qui pouvait exister avant ce qu'on appellerait l'apparition de la vie. Euh, Est-ce que cet acide aminé peut être transformé avec les radiations du soleil, en fait? Le soleil est une source d'énergie, là se pose plus la question générale de est-ce que l'énergie solaire a pu jouer un rôle peut-être dans des réactions chimiques complexes pour former des entités qui vont après jouer un rôle clé dans le vivant? Ce serait plutôt ça la question. Alors ça, sans parler directement d'un acide aminé, mais c'est l'autre point important de la vie. C'est-à-dire que la vie, c'est avant tout quelque chose de dynamique, hein. La vie, c'est l'autre défaut de la chimie prébiotique, c'est parler de molécules prébiotiques. Une molécule en elle-même, par rapport au vivant, elle n'est rien. Oui, Hein. Elle n'est quelque chose que parce qu'elle est impliquée dans un dans tout réseau. un système métabolique. Hein. Hmm, C'est-à-dire que s'il y a une chose qui caractérise le vivant, c'est vraiment les transformations chimiques. Quand on regarde un être vivant, prenons moi-même, je pèse 80 kilos, là-dessus il y a peut-être 70 kilos d'eau, eh bien, je parie que parmi les molécules d'eau qui me constituent à l'heure actuelle, ben, il y a 2 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Le pourcentage de molécules d'eau que j'ai conservé, en fait, les molécules se sont renouvelées, ouais, se sont complètement renouvelées, et c'est vrai pour la quasi-totalité des composants de l'organisme. Ils se révèlent, renouvelle, ouais. ils se renouvellent en permanence, et en fait, si on me prend il y a 10 ans et maintenant, c'est toujours le même moi, Hmm. mais je suis quasiment plus fait des mêmes atomes. Et ça, c'est quand même... donc c'est quelque chose qui perdure au-delà des composants. Donc ça veut dire que ce qui perdure au-delà des composants, en fait, c'est beaucoup plus les relations qu'il y a entre Entre les les composants. différents composants du système vivant que les molécules elles-mêmes. Donc en Ouais. fait, on assimile trop la vie à la matière, Hmm. alors que la vie est beaucoup plus quelque chose, c'est la dynamique, les échanges permanents. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui a beaucoup inhibé les recherches sur l'origine de la vie, c'est-à-dire qu'on s'est plus penché sur les molécules Ouais. que sur les C'est réactions et les sur les interactions interactions. entre les molécules. Oui, c'est Voilà. ça. Ça aussi, c'est super intéressant. C'est que c'est pas la matière qui va définir, on va dire, l'être vivant, mais ça va être les interactions de la matière, en fait. Donc, les transformations de la matière. Donc, la chimie, enfin, en fait, la chimie s'intéresse à la Voilà. fois à la matière, mais aussi à ces transformations. Il y a les deux volets. Mais la matière en elle-même ne suffit pas pour définir le vivant. Faut, un système qu'on qualifierait de vivant, on va dire, il faudrait regarder l'interaction qu'il y a entre tous ces constituants
Euh, Exactement. c'est ça, ouais. Un peu comme une voiture, j'ai essayé de chercher une autre analogie, une voiture qu'on arrive à faire, à entretenir, donc on lui change ses pièces. Donc les pièces en elles-mêmes ont changé, mais elles fonctionnent toujours parce que les pièces sont bien imbriquées les unes avec les autres en interaction, de sorte à faire fonctionner la voiture. Bah, c'est un peu pareil du coup pour nous. Mais ce fonctionnement, c'est ce qu'on appelle le métabolisme, hein, pour redéfinir un peu parce que tu as employé le mot métabolique, mais c'est ça, le Oui. métabolisme, c'est cet ensemble de systèmes, de ce fonctionnement qui existe dans les organismes vivants, qui garantissent euh, le bon fonctionnement de l'être vivant, tout simplement, et sa survie en général. Il y a un bon collègue là, avec qui j'ai beaucoup travaillé, Adi Post, qui a écrit un livre qui est traduit en français. Non, il n'est pas traduit en français, il est en Ouais. anglais. What's Life? En fait, il a une métaphore un petit peu du vivant qui est celle du jet d'eau de la fontaine de Genève, dans lequel, euh, dans lequel la fontaine, le jet d'eau reste en permanence, mais les molécules d'eau qui le composent changent à tout instant, en fait. Ouais. Ce ne sont jamais les mêmes molécules d'eau. Pourtant, le jet reste. Et c'est ce qu'il appelle, en fait, cette idée de stabilité cinétique dynamique. C'est son terme, bon, pour caractériser ça. Et le vivant, en plus, a quelque chose. Et là, on va faire un petit pas de plus vers le vivant, qui est cette capacité à se reproduire. Mm. C'est-à-dire que non seulement il a cette stabilité cinétique dynamique, mais il faudrait, pour imaginer le vivant à partir du jet d'eau, il faudrait que le jet d'eau soit capable de faire d'autres jets d'eau et que ne survivent parmi les autres jets d'eau que ceux qui sont les plus efficaces dans leur capacité à se reproduire. Ah, ça va faire d'autres Voilà. jets d'eau. Ben, Voilà, faire oui. notre jet d'eau. Et en fait, le vivant, il est là et on est en permanence là-dedans. Je sais qu'il y a un autre exemple en biologie qui est absolument fantastique, c'est que Mm. quand on a la division cellulaire, on a les chromosomes. On a donc le nombre de chromosomes est multiplié par 2 et les chromosomes sont tirés, sont séparés pour qu'il y en ait exactement le même nombre et que tous soient présents dans la cellule qui se forme à travers un réseau qui est constitué par du cytosquelette et qui sont des microtubules qui sont des structures qui sont fantastiques parce qu'en fait elles sont faites de monomères, de tubulines, je crois. D'accord. Et ces monomères de tubuline, quand c'est une protéine, en fait, là aussi, effectivement, un polymère qui est fait, c'est-à-dire une grosse molécule qui est faite d'un grand nombre d'acides aminés qui sont enchaînés les uns aux autres, Bah, et grâce à une traduction ouais. par le code génétique. Et donc, on a un composant qui apporte de l'énergie, et c'est là où ça vient l'énergie. Donc là, c'est du GTP, une guanosine triphosphate, en fait, Faut pas trop employer qui, non plus de mots barbares, mais en voilà, fait, donc là, t'expliques comment les c'est chromosomes. Ouais. un anhydride, c'est-à-dire Il y a trop de mots une là. molécule qui est faite avec deux phosphates, hein, et quand on rajoute de l'eau, les deux phosphates se séparent et donc on perd l'énergie. Et D'accord. en fait, cette réaction, donc la transformation du guanosine triphosphate en guanosine diphosphate plus phosphate, active cette tubuline et sous cette forme activée, elle va polymériser en forme de tube, en forme de petits tubes. Et ça va former un cytosquelette et c'est très réactif. Et une fois que le, qu'on va avoir cette hydrolyse, au bout d'un moment, les microtubules vont complètement se décomposer. Et ça explique beaucoup de. Il y a aussi D'autres mécanismes. d'autres moteurs Ouais. moléculaires. Mais en fait, ça explique que les cellules sont, y compris sur le plan mécanique, j'allais dire, des structures dynamiques. Hein. Ouais. Ça bouge. Une amibe qui se déplace, elle est sans arrêt en train de refaire son cytosquelette. Donc, Ouais. l'énergie, elle est là en permanence. Parce que Elle est là en permanence, et y compris dans la division cellulaire. moi aussi, honnêtement, je suis perdu. Je vois quelqu'un qui dit dans le chat, je suis perdu.
Moi aussi, je le suis parce que bon, il y a une partie des termes que tu emploies qui me parlent un petit peu en Oui, tant que chimiste, mais il y a une partie biologique auquel je ne suis pas du tout familier. En fait, le message central que tu voulais dire, c'est que la matière est dynamique en un sens mécanique exactement. du terme, c'est-à-dire Y que, compris mécanique, y oui. compris mécanique, dans le sens qu'une molécule peut, dans l'espace, changer de géométrie finalement en fonction de son environnement, en fonction de ce qu'on lui met en face. Tu as parlé de l'intervention de l'eau, de molécules d'eau qui peuvent changer, faire certaines réactions chimiques et modifier la structure de d'autres molécules. On va pas rentrer dans les détails, mais Non, c'est mais là, en ça. fait, c'est juste des assemblages de molécules qui s'assemblent, qui forment un petit peu comme des cristaux, si on Mhm. veut, des assemblages répétés sous l'effet d'une énergie qui leur est donnée pour constituer des grosses structures Ouais, ouais, qui ouais. font la taille presque d'une cellule et qui lui permettent du coup de bouger, en En fait, fait, là, tu hein, parles ou de du... tirer les chromosomes, D'accord. ou de, ou de, ou d'avoir une fonction, tout Une fonction simplement. particulière. Une Oui, là, fonction. tu parles de la formation, tu parles d'une sorte de petite usine qu'il y a et C'est une usine. et qui fabrique, en fait, à partir de petits éléments, comme un collier de perles. À partir de perles, vous allez faire un collier de perles. C'est un petit peu ça l'image souvent quand on parle C'est de ça. ces composés-là. Et ce gros collier de perles qui va être, enfin, ce qui va être une grosse molécule parce que agencé de plein de petites perles qui sont elles des petites, aussi des molécules, mais voilà, c'est l'agencement de toutes ces perles-là qui vous font faire un gros collier de perles. Et ce collier de perles, après, il va avoir une fonction très particulière et il va pouvoir activer certaines choses dans la cellule, faire en sorte qu'elle puisse bouger, ou je sais pas quoi, peut-être je raconte des conneries, mais il y a, c'est Tout à l'idée. fait. C'est l'idée. C'est une fonction mécanique, vraiment. Et ça, c'est D'accord. étonnant parce que on pense à des choses microscopiques, on ne se rend pas compte que ces choses-là peuvent avoir des mouvements. Il y a des Hmm. fibres qui sont faites dans les cellules, c'est une autre protéine d'actine, sur lesquelles on a des petits organismes cellulaires qui marchent comme ça, comme avec mes deux doigts. Oui, ah oui, oui, c'est Et ça. ça explique presque certains mouvements dans les cellules. Donc on a ce genre de fonctions qui sont... Bon, alors évidemment, ça a été élaboré par l'évolution pendant des milliards d'années, c'est très compliqué, très complexe, mais ce qui est détonnant, c'est que c'est basé sur de la chimie de base. Et moi, ce qui me paraît important, c'est que plutôt que de parler des molécules de base, il est intéressant de voir comment on peut passer de la molécule de base à la fonction, en fait, à partir de systèmes simples, hein. Et il ne s'agit pas d'aller chercher directement ces gros ensembles cellulaires, mais comment peut-on passer d'une molécule de base à une fonction biologique, hein. Oui, c'est ça, en fait. Ce qu'il y a de fou avec le vivant, je vais remettre la fameuse molécule qui marche là. Enfin, pas, oui, c'est ça, c'est qui marche sur un microtubule, là, une sorte de canal, c'est ça, et il y a une protéine Oui, qui marche dessus et qui porte un sac rempli qui porte je sais plus ce qu'elle porte exactement, mais en tout cas, c'est un je ne élément sais plus moi non important, plus. une vésicule. Bon, bref. En fait, ce qui est important dans ce que tu dis, enfin, tu l'as déjà dit, mais je ne fais que paraphraser, c'est que c'est pas oui, c'est pas la molécule en elle-même qui importe, mais les interactions et du coup, c'est pas ce qui va importer dans le vivant, c'est la fonction en fait, la fonction de la molécule, à quoi elle va servir en fait, quel rôle elle va jouer au sein de la cellule. Et, et- et ce rôle-là, il va être non seulement défini par bah, les atomes enfin la nature de la molécule, c'est-à-dire les atomes qui constituent la molécule, mais euh, aussi sa géométrie, d'où le fait que mécaniquement parlant aussi, c'est important qu'on ait de la transformation géométrique, enfin que les molécules puissent se bouger, parce qu'en fonction de leur forme qu'elles occupent dans l'espace, elles vont avoir des fonctions très différentes quoi, dans la cellule par exemple. Ok. Absolument. Et alors, si on se rapporte à l'origine de la vie, effectivement, je pense que, enfin, moi, c'est la leçon de ce que je tire de finalement 40 années dans le domaine, hein, Hmm. pas loin. C'est cette idée qu'on se penche pas assez
sur ce qui se passe, sur le côté dynamique, sur le côté cinétique. Là, j'utilise du jargon. C'est la cinétique, c'est l'étude de la vitesse des réactions. On ne se penche pas assez là-dessus et trop sur la structure des molécules. Et en fait, j'en arrive même à penser qu'une des spécificités de la chimie organique est liée à la cinétique, en fait. Et plus exactement, au fait que le carbone forme des liaisons avec d'autres atomes au travers d'électrons, et que le carbone, il a cette spécificité d'avoir tendance à partager les électrons plutôt que de les attirer ou au contraire de les donner, comme font d'autres atomes. Si on prend par exemple le sodium et le chlore, ces deux atomes, si on les met ensemble, ça va former du chlorure de sodium. Dans le chlorure de sodium, c'est le sel de table, exactement. Donc, le sodium, il va perdre un électron, il va devenir ion sodium positif. Na+, c'est le symbole chimique, Na du sodium, Na+, et le chlore, il va capter l'électron et il va devenir, le symbole étant Cl, il va devenir Cl-. Donc, en solution, ces deux ions, ils vont pouvoir bouger complètement librement. Oui. Quand on regarde la chimie du carbone, quand le carbone fait des liaisons, interagit avec d'autres atomes, lui, au contraire, il va partager les électrons. Le résultat, c'est qu'on va avoir une liaison qui sera solide. Et donc, pour casser cette liaison, il faut fournir de l'énergie. Okay. Donc, il y a une barrière. Et donc, on a des molécules organiques, et on les voit effectivement quand on va voir, par exemple, la comète Chury, dans laquelle on a trouvé des molécules organiques. Eh bien, ces molécules organiques, elles sont stables à un point tel qu'elles se sont formées avant la formation du système solaire, c'est-à-dire il y a 4,5, 4,6 milliards d'années. Et elles sont restées là-dedans. Bon, elles ont été un petit peu dérangées parce qu'elles ont reçu des radiations, etc., des rayons X, enfin des choses qui les ont quand même, voire des protons ou pire. Donc, elles ont été un petit peu modifiées, mais globalement, c'est les mêmes molécules qui sont restées. Donc, ça, c'est une spécificité du carbone. Et ça, c'est quand même fantastique parce que du coup, comme les composés du carbone, finalement, réagissent difficilement. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident à se mettre en tête, que c'est parce que tout ça, ça réagit difficilement, que pour faire réagir ça, la vie a réussi à trouver des chemins détournés. Et ces chemins détournés sont des chemins dans lesquels il y a des espèces qui ont été capables à un moment de faire un peu plus d'elles-mêmes, c'est-à-dire de se multiplier. Et ça, c'était un moyen pour aller plus vite. Et comme ça allait plus vite, ça a été sélectionné. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre la vie, finalement. Mais ça n'est possible que parce que les réactions de base sont difficiles. D'accord. C'est-à-dire, c'est un petit peu... une contrainte initialement. C'est pas intuitif. Non, c'est pas intuitif, parce que ça a l'air d'être contraignant. Mais c'est à cause de cette contrainte que, après, c'est sur cette contrainte que vont jouer la compétition. Construit la complexité. Que se construit la complexité en chimie, c'est à partir de là, parce que des mécanismes qu'on dirait linéaires, c'est-à-dire des décompositions directes d'une molécule, ne fonctionnent pas. Donc, la chimie va chercher des chemins détournés. Et c'est ces chemins détournés qui peuvent être extrêmement productifs en termes d'auto-organisation, parce qu'il y a des choses qui sont... Alors, quelque chose qui est non linéaire peut aller plus vite. Quand on a une autocatalyse, c'est-à-dire quand le produit de la réaction catalyse sa propre formation, plus il y a de produits, plus la réaction va vite. Et effectivement, ce genre de mécanismes peuvent être favorisés. Et qu'est-ce que fait une cellule ? Alors, je vais peut-être faire un point juste pour rappeler pour ceux qui sont éventuellement perdus. Parce que là, il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Et je te coupe dans ton raisonnement, mais on pourra aller plus loin. Donc, pour résumer, parce que éventuellement, s'il y a des gens qui viennent
d'arriver ou qui se sentent perdus actuellement dans l'explication, t'expliquer que dans la matière, il y a différents types d'atomes qui existent. Il y a le chlore, le sodium, le carbone, et que en fait, ce qui constitue, on rappelle une molécule, c'est un assemblage d'atomes, de tous ces atomes-là. Et en fait, le vivant, il faut aussi quand même le rappeler, c'est que le vivant fonctionne avec ce qu'on appelle la matière organique. Et cette matière organique, elle est basée essentiellement sur le carbone. En fait, c'est des liaisons entre atomes de carbone qui va constituer en fait le squelette de la molécule. On parle de molécules Absolument. organiques. Quand on parle de molécules organiques, on parle de molécules principalement composées de carbone, même s'il y a aussi d'autres atomes. Et donc là, en fait, on pourrait se dire pourquoi la chimie de la vie est uniquement, enfin, principalement basée sur la chimie du carbone. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut l'expliquer avec les propriétés de la matière? Et toi, tu as proposé une explication sur la matière qui est de dire, bah, en fait, les atomes entre eux n'ont pas la même facilité, n'ont pas la même affinité pour former en fait des liaisons, tout simplement des liaisons entre eux, des liaisons chimiques entre les atomes. Parce que je rappelle qu'il faut former des liaisons entre les atomes pour faire ces fameuses molécules, les molécules organiques étant des molécules à base de carbone, donc avec pas mal de carbone qui sont liés les uns avec les autres avec des liaisons chimiques. Donc là, la question, c'était de savoir, mais pourquoi on a autant de carbone? Et là, tu avais l'air de dire, mais en fait, le carbone, c'est un élément qui peut former des liaisons avec d'autres carbones. Et en plus, la liaison entre les carbones, en fait, c'est une liaison qui est solide, donc qui est assez dure à casser, qu'on ne peut pas couper facilement, contrairement à d'autres liaisons que peuvent avoir d'autres atomes. Et il faut fournir beaucoup d'énergie, en fait, pour casser cette liaison. Donc, en fait, a priori, c'est des édifices, des molécules qui sont relativement stables. Donc, ça paraît, dans un premier temps, un peu contraignant pour le vivant qui a besoin d'évoluer et de se transformer, quoi. Parce que comme le vivant est dynamique, et dans le sens où la matière a besoin de se transformer, comme on l'a vu précédemment, on a besoin que les liaisons soient cassées. Mais justement, toi, tu dis, mais non, en fait, c'est pas si contre-intuitif que ça, parce que certes, on a besoin d'énergie pour casser les liaisons, mais ça donne une contrainte générale, mais en fait, cette contrainte, ça va être un facteur de compétition entre toutes les molécules organiques. Toutes les molécules à base de carbone vont être en compétition un petit peu les uns avec les autres pour se transformer, et certaines vont plus facilement se transformer que d'autres, vont mettre plus ou moins de temps. Tu as parlé de cinétique, parce que c'est ça, en fait, la cinétique, c'est, on va dire, le temps, on va chronométrer le temps que va mettre une molécule pour se transformer, ou une réaction pour se réaliser, en fait, plutôt, si on veut être plus juste. Et donc, en fait, ça va être un facteur, du coup, un facteur contraignant qui va mettre en compétition les différentes entités du vivant. Et de cette compétition va émerger, en fait, une sorte bah, du coup, on peut le dire sélection naturelle, ça serait ça un peu Oui, oui, oui. Mais sélection naturelle, non pas du coup à l'échelle de l'organisme vivant darwinien, mais l'élection naturelle à l'échelle moléculaire en fait. Mais c'est une sorte de sélection naturelle entre molécules, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé ce que tu as raconté? Oui, c'est un bon résumé. C'est vrai que on parle de sélection naturelle uniquement pour le vivant, et moi-même, bon, enfin, on en parlait avec Adipros justement, on est gêné, hein. On dit à chaque fois qu'on veut on veut chercher des systèmes chimiques qui reproduisent la sélection naturelle. On n'ose pas dire des systèmes chimiques qui fonctionnent selon la sélection naturelle. Donc on veut reproduire. Mais en fait, c'est juste parce que c'est pour pas mélanger les idées. C'est-à-dire que la sélection naturelle, c'est quelque chose qui a été défini par rapport à la vie, hein. Mais je crois qu'on peut tout à fait rechercher des systèmes chimiques, et c'est ce que j'ai pu faire, enfin, au moins des modèles qui fonctionnent selon le même principe, hein, même si on peut difficilement parler de sélection naturelle dans ce cas-là. Mais on doit avoir une sélection. Alors un autre point qui est important, c'est que c'est cette histoire par rapport à la vie. C'est l'histoire du second principe de la thermodynamique. Alors là, généralement, quand on commence à parler de ça, on fait peur aux gens. En fait, le second principe de la thermodynamique, c'est ce qui fait que tout évolue vers le désordre.
hein, et qu'on obtient toujours à chaque fois des mélanges Ouais. statistiques. Si on veut, Je te coupe 2 euh, secondes parce que je te rappelle que tu as des slides à disposition si tu veux que j'affiche oui, mais quelque là, chose. je Non, pense là que ça je va? vais OK. pas aller. OK, OK. Voilà. Très bien. Euh, Au cas où. je vais. Imaginons que dans ta pièce, par exemple, Ouais. tu as une atmosphère qui peuple ta pièce et que dans le fond de la pièce, tu es que de l'oxygène. Dans 20% de la pièce, au fond, tu es que de l'oxygène et que tout l'avant de la pièce soit de l'azote. Hein. Mmh. Bon, 20%, 80%, c'est la composition de l'air. Il se trouve que si tu pars de cet état-là, en quelques secondes, les petits atomes, enfin les petites molécules d'oxygène, de dioxygène et les petites molécules d'azote se seront totalement mélangées. Et, et évidemment, logiquement, on devrait pouvoir revenir en arrière. C'est-à-dire que, de nouveau, l'azote vient devant et l'oxygène derrière. Et toi, Robin, tu pourrais plus respirer parce que tu aurais plus d'air. Et on sait très bien que c'est une situation qui ne se produit pas. Pourquoi? Parce que tout se mélange et on ne peut pas séparer quelque chose naturellement. Donc ça veut dire que tout évolue vers les distributions statistiques les plus probables. C'est comme quand on tire à pile ou face, on a extrêmement peu de chances de faire face 100 fois d'affilée. On n'a quasiment aucune chance. Donc, là, c'est la même chose. Par contre, si on tire 100 fois à pile ou face, on a pas mal de chances d'avoir 49, 51, 48, 52, mais toujours quelque chose qui est près de la moyenne, en fait, jamais loin. Hein. Donc, là, c'est la même chose. Et un système, il va toujours avoir tendance à évoluer vers une distribution statistique qui est probable. Et donc, or, la probabilité, quand on regarde le vivant, un système statistique probable pour la chimie, c'est ce qu'on appelle l'état d'équilibre, c'est-à-dire le moment où les réactions chimiques se produisent dans les deux sens à la même vitesse. Hein, Mmh. et à partir de là, plus rien ne peut évoluer. Pour faire évoluer ça, on peut rajouter de l'énergie, effectivement, qui va tirer le système loin de l'équilibre. Et c'est dans ces conditions-là, effectivement, qu'on va pouvoir avoir des systèmes non linéaires, tout ce genre de choses. Donc il faut toujours être loin de l'équilibre. On a tendance à croire que, bon, et quand on parle d'ailleurs Oui. d'équilibre en biologie, et ça c'est un mot dont il faut se méfier, parce que le chimiste, quand il parle d'équilibre, l'équilibre dont parle le chimiste, pour un biologiste, c'est la mort. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui bouge. Hein. Tandis qu'un biologiste ou quelqu'un qui s'intéresse à des écosystèmes, quand il parle d'équilibre, il parle de choses qui sont en compétition les unes avec les autres, Mmh. hein, etc., et qui amènent à une étape d'équilibre. Et C'est d'ailleurs, ça. plus ou moins, parce que, et c'est intéressant d'ailleurs, Parce on utilise le même mot, mais en fait, qui a vraiment 2 sens différents, il a deux sens différents. en biologie, si on parle d'un équilibre d'un système, d'un écosystème, bah, ça veut pas dire que le système n'évolue pas non plus dans une certaine mesure, mais au contraire, l'équilibre de l'écosystème va garantir une certaine biodiversité, par exemple, j'imagine, Voilà. Et je la dirais même survie de la que, biodiversité, alors que l'équilibre en chimie, c'est ce que tu as décrit, c'est qu'en fait, c'est la mort de l'organisme vivant, parce que en fait, finalement, la matière a besoin d'être dynamique. On revient encore à cette idée de voilà, mouvement perpétuel qui doit, entre guillemets, se passer au sein des organismes vivants. Le fait que les réactions chimiques ne doivent pas cesser de s'exécuter dans un certain sens et après de repartir éventuellement dans l'autre sens. Tout ça doit bouger et doit être adaptable finalement. Donc, parce que si on atteint absolument. l'équilibre, plus rien ne bouge finalement, comme on atteint l'équilibre dans la pièce quand on a mis les deux gaz et que les deux gaz sont finis par se mélanger. Bah après, il ne se passe plus rien, quoi, techniquement. Et à ce moment-là, le système n'est plus dynamique.
Donc le système est mort, quoi. Pour un organisme vivant, ça veut dire qu'il ne vit plus. Donc en fait, finalement, le vivant, on peut le voir comme ça, le vivant est une forme d'organisation de la matière dans laquelle la matière ne cesse d'être en déséquilibre et de passer d'une réaction à l'autre comme ça en permanence. Et je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire aussi ou c'est ce que tu as dit, mais est-ce que... Oui, c'est Attends, plus que ça. C'est même ouais. le vivant, n'importe quel être vivant a besoin de se nourrir, tout simplement. Hmm, Donc, il a besoin de cet il y a un apport apport. d'énergie. Oui, Et c'est il y ça. a Et c'est grâce à l'apport d'énergie qui se maintient en déséquilibre, en fait. Donc c'est exactement. ça. Et sans cet Alors, apport-là d'énergie, on tendrait vers un équilibre et on mourrait, quoi, en fait. voilà. Et les équilibres biologiques sont pas toujours stables. Et il y a cet exemple de l'équation de Lotka-Volterra qui caractérise les systèmes où il y a un prédateur et une proie. Hein. Si on considère par exemple une population de lapins qui broute de l'herbe, alors déjà comme être vivant, on a l'herbe, on a le lapin et puis on a le renard derrière. Et ce qui va se passer, c'est que, bon, au départ, on a une croissance de la population de lapins, hein, qui va être exponentielle jusqu'à atteindre effectivement un palier lorsque les lapins mangent toute l'herbe. Hein, et puis, on met là-dessus le renard. Le renard, sa population va augmenter, il va faire diminuer la population de lapins, etc. Et le résultat des courses, c'est qu'à la fin, on a un système qui devient oscillant. C'est-à-dire que les populations de lapins et de renards vont osciller. Elles ne vont pas être stables. Il Osciller, n'y a oui, pas d'accord. d'équilibre, si on veut. Ouais. C'est un équilibre, mais qui est, et ça a été montré, c'est un problème, c'est une conséquence d'équations différentielles, enfin, donc de Oui, l'analyse il y a des mathématique du équations, voilà. système. Ouais, il y a des équations Exactement. mathématiques qui font en sorte de modéliser ce système avec Voilà. trois individus, par exemple. On pourrait le faire avec Voilà. beaucoup plus de variables, mais... Et tu Alors, dis, ce qui est ça oscille. intéressant, Donc, en fait, ça varie à une échelle courte de temps. On a voilà. l'impression que ça varie. Mais en fait, sur le long terme, c'est stable, quoi. En fait, c'est ça, les systèmes oscillants. On peut le voir Et comme ce qu'il y a de fantastique dans cette histoire-là, c'est que M. Lotka, qui a trouvé ça donc, dans les années 1920-1930, ça. Mhm. en fait, qui était au départ un physico-chimiste, qui a terminé d'ailleurs comme expert dans une compagnie d'assurance, parce qu'il n'a pas été trop reconnu sur le plan scientifique, ce pauvre Ah homme. bon? Alors que quand on regarde ce qu'il a fait, en 1910, il a imaginé des équations, parce que c'était un théoricien, Hmm. qui gouvernaient le fonctionnement des réactions chimiques oscillantes. C'est-à-dire il a inventé la théorie des réactions chimiques oscillantes. Hein. Alors, en 1910, Ouais. alors que dans les années 1950, quand il y a Belousov et Sabotinsky, enfin un des deux, je crois que c'est Belousov, qui a trouvé un exemple de réaction oscillante, c'est-à-dire dans En laquelle la quantique. concentration d'un produit Ouais. varie de manière sinusoïdale, ce Hmm. qui est contre-intuitif par rapport Parce que... à ce que peut penser un chimiste. Hein. Ouais. Pour Au rappel, début, oui, pour les rappel, gens n'y pour croyaient les gens, pas. pour expliquer un peu les gens en quoi c'était bizarre, c'est que c'est vrai qu'en chimie, souvent, et c'est la manière dont on vous le présente aussi, enfin moi je le présente souvent sur ma chaîne comme ça, c'est que la chimie, donc c'est la transformation de la matière. Souvent vous partez d'une matière, d'un ingrédient A qui va se transformer éventuellement avec un ingrédient B et ça va former un ingrédient C. Et ça va dans un seul sens comme ça. Et on forme Voilà. juste C. Il y a une sorte de flèche du temps et des transformations qui vont vers un truc. Et là, ces histoires de réactions oscillantes ou des transformations de la matière oscillante, bah en fait, c'est que ça va aller vers C, mais en fait, à un moment, ça va revenir vers A et B, et après, Voilà. ça va aller vers C, et ça va osciller comme ça. Donc, c'était On a par exemple des contre-intuitif. réactions dans lesquelles l'acidité du milieu varie. Et si on met un indicateur coloré, Oui, il ça va va se changer de voir. couleur. Donc on voit un flacon dans lequel qui passe du rose au bleu, du rose au bleu, du Ouais, rose c'est au ça. bleu, etc. Ouais. Et ça, c'est vraiment incroyable à voir. Pour un chimiste, c'est totalement étonnant. Et donc ce monsieur Lotka, il avait étudié ces systèmes d'une manière théorique qui n'ont été
qui n'ont qui n'ont donné lieu à des expériences que 40 ans plus tard, et qui ont mis 10 ou 15 ans de plus à être acceptés par la communauté scientifique. Hein, parce que ça, en plus, c'était à l'époque de la guerre froide en Russie, enfin en URSS à l'époque, donc ça a eu du mal à circuler jusque vers l'Ouest, ça a eu du mal à être accepté. Et donc ce monsieur Lotka, pour y revenir à lui, qui avait fait la théorie, en 1922, il a écrit un article dont le titre était qu'il fallait rajouter la sélection naturelle comme principe physique. C'est-à-dire que la sélection... Il pensait que pour arriver à comprendre le vivant, à partir de la physique, à partir de la physico-chimie, et c'est vrai que c'est l'objectif, quand on parle d'origine de la vie, l'objectif derrière, c'est de réintégrer la biologie dans les disciplines Physique, dures, si on veut, physiques. Hein, et pour moi, la biologie n'a aucune raison d'être autonome, en fait. Hein, bon, quand on regarde, les êtres vivants sont faits de chimie, etc. S'il y a cette autonomie, c'est parce qu'il manque quelque chose. Mais ce que proposait ce monsieur Lotka, c'était ça. Et en fait, je pense que c'est une vision extrêmement puissante qu'il avait à l'époque, probablement trop en avance. Hein, voilà, mais je crois que... Et là, c'était la même chose. C'était de dire qu'il faut rajouter à la vision qu'on peut avoir de la biologie, rajouter ces notions qui font appel à la transformation, à la cinétique, à la physique, à d'autres à la disciplines. physique. Voilà. Je crois que c'est essentiel. C'est en ça qu'on peut progresser dans la compréhension de l'origine de la vie. Après, Bien sûr, en ayant des mécanismes. Mais après, ça reste quand même de la bio. En fait, est-ce que c'est parce que la vision de la bio, on a longtemps eu la vision de la biologie comme une discipline un peu macroscopique, en fait, où on étudiait l'évolution de l'individu et des populations, et pas au niveau microscopique où vraiment on essayait de disséquer les réactions qui se passaient spécifiquement de la matière à l'intérieur. Mais au final, enfin, si la biologie, c'est la science qui étudie le vivant, c'est normal qu'elles se servent des outils de physique et de chimie pour se comprendre, en fait, pour comprendre comment ça se passe à l'intérieur, en fait. Après, c'est un peu un problème de mettre les choses dans les boîtes, là, à ce stade. Enfin, là, on est en train juste de séparer les disciplines entre elles, mais on montre juste, encore une fois, que le phénomène vivant, en fait, il a besoin de plein de disciplines différentes pour comprendre, en fait, à différentes échelles, comment il fonctionne. Je ne suis pas en train de dire que la biologie n'est pas une science, bien au contraire. Hein. C'est une science qui, effectivement, déjà a pour objet de décrire le vivant, parce que décrire le vivant, c'est déjà un objet en soi, de le comprendre. Il y a eu des gros progrès, la biologie moléculaire, les découvertes de la biologie moléculaire, c'est quand même extraordinaire quand on regarde comment fonctionnent toutes ces machines, comment un brin d'acide ribonucléique, d'ARN, le fameux ARN, peut être traduit en séquence. On a une séquence de base nucléique qui peut être traduite en séquence d'acides aminés au travers du code génétique. Et ça se fait dans une machine qui est dans la cellule, qui s'appelle le ribosome, mais qui est une véritable usine. Vous avez des petits films qui traînent sur Internet, qui démontrent, qui reproduisent, qui sont en fait des dessins animés, qui reproduisent le fonctionnement d'un ribosome. C'est fantastique à voir. C'est vraiment du travail à la chaîne. C'est très beau. Enfin, c'est même extrêmement beau. Voilà. Donc, je crois que on a effectivement des progrès très importants qui ont été faits en biologie, mais pour un biologiste, se poser la question de qu'est-ce que la vie, c'est pas une chose évidente, parce qu'en fait, il lui faut des outils qui sont très physiques, finalement. Ils sont à l'extérieur de sa science. Ouais. À l'extérieur, à l'origine, quoi, finalement. C'est ça. Mais là, après, la discipline évolue aussi. Mais on ne peut pas définir la biologie
on ne peut pas définir la vie à l'aide de concepts biologiques. Ou du moins à l'aide des concepts biologiques initiaux. De la quoi. même manière que, Oui. de la même manière que on peut pas, ça c'est encore un exemple qu'utilise Adipros. Non, c'est pas Adipros, mais enfin bon, on peut, on ne peut pas expliquer le fonctionnement de la physique atomique en utilisant la psychologie. Hein, c'est-à-dire que les sciences, l'électron, les quarks, ils n'ont pas de. Je sais bien qu'il y a des charmes, etc., mais ils n'ont pas de psychologie. En fait, je crois. Enfin, il y a une sorte de hiérarchie dans les sciences Alors qui attention, font. faut pas dire ça trop, trop Non, vite. hiérarchie logique, pas hiérarchique au sens de l'importance. Hein. D'accord. C'est-à-dire que, bon, on ne peut pas expliquer les mathématiques avec des atomes, en fait. Hein. Par contre, pour comprendre comment fonctionne un atome, on a besoin des outils mathématiques qui nous permettent de comprendre la mécanique quantique, etc., etc. Ouais, bien sûr. Donc voilà, donc c'est pas une injure que je fais à la biologie, c'est pas une injure que je faisais à la psychologie, pas du tout. C'est juste que on, je crois qu'il y a une hiérarchie, mais qui est une hiérarchie sans être une hiérarchie de valeur. D'importance, oui, de valeur, bien sûr. Voilà, de valeur. Donc voilà, donc je crois que, mais c'est très difficile pour un biologiste d'expliquer ce qu'est la biologie. C'est pas en connaissant les atomes qu'on va expliquer de quoi sont faits les noyaux atomiques. Et pourtant, on en a besoin si on veut comprendre qu'il y a des atomes qui sont stables, d'autres qui ne sont pas stables, etc. Donc, si on veut comprendre comment ça fonctionne, on a besoin de la physique. On a besoin de. Donc, je crois qu'à chaque fois, c'est ça. Mais par contre, on a un ensemble qui est la science. Et cet ensemble-là, il est logique. Il y a des déductions, voilà. Bien sûr. Et je crois que c'est important d'avoir ce projet de rassembler la biologie avec les sciences physiques parce que il y a une espèce de césure qui est faite, mais qui est virtuelle finalement entre les disciplines. Qui est virtuelle, oui, parce qu'en fait, mais pour les biologistes, la chimie souvent ne reste, et la physique ne reste que des outils qui leur permettent de comprendre ce qu'ils font. D'accord. Alors qu'en fait, ça peut être aussi à la base de la compréhension de ce qu'est le vivant. Voilà un petit peu mon. Alors, on ne parle pas d'origine de la vie, oui, mais peut-être que c'est plus important. Oui, c'est plus important, mais de toute façon, l'origine de la vie n'est qu'un exemple justement de ça, en disant qu'il faut un ensemble de disciplines pour réussir à aborder la question. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt parler de niveau d'observation, tout simplement? Oui, on peut le voir aussi comme ça, quelqu'un qui pose la question, à quelle échelle on se place. Je voulais revenir du coup un peu plus sur l'évolution sur l'origine de la vie, même si c'était aussi très intéressant de discuter de ça. Quelqu'un qui disait au tout début, n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans le chat, le début de la vie serait une réaction chimique qui s'auto-réplique. C'est vrai que tu as parlé de ce concept-là d'auto-réplication, dans le sens où une fois que, parce qu'on a parlé de la compétition qu'il pouvait y avoir entre différentes molécules organiques, et après, ça va être quoi? Ça va être celle qui va réussir à se reproduire le plus rapidement, c'est ça? Et qui va, en s'auto-répliquant, en réussissant à se recréer elle-même, elle va écraser les autres, du coup, parce qu'elle va être plus abondante. Et ça va changer l'environnement lui-même, le système va être modifié. Et il y aura de nouvelles cartes en jeu, finalement, parce qu'à chaque modification du système, il faut reconsidérer un nouveau système, finalement, et refaire tous les calculs. Donc c'est compliqué. C'est un peu comme ça qu'il faudrait voir le début de la vie, entre guillemets, une sorte de compétition entre des molécules, et puis finalement, il y en a certaines qui arrivent à gagner contre d'autres parce qu'elles arrivent à se reproduire plus rapidement que d'autres. Oui, mais ça, c'est encore une idée qui a été introduite au début du 19e siècle par, je crois que c'est un biologiste américain, Leonard Roland,
qui a proposé que la vie était partie d'une enzyme génétique. Enfin, je sais plus mais en fait, c'était une molécule qui avait à la fois une activité catalytique et qui portait un gène. Effectivement, et ça a été réalisé le jour, et là on en vient aux théories pratiques de l'origine de la vie, où on a pensé qu'il avait pu exister un monde d'acide ribonucléique, un monde d'ARN. C'est-à-dire l'ARN, c'est ce fameux ARN qu'il y a dans le vaccin. On y vient, on n'a pas pu y échapper. On y vient, voilà. on y vient. C'est ce fameux ARN qui justement est lu par le ribosome pour faire des séquences de protéines. Mais on a montré, et ça c'est intéressant puisqu'on parle du ribosome, qui est cette usine à faire la protéine à partir des ARN messagers, donc des séquences d'ARN, mais il est lui-même constitué en grosse majorité d'ARN, et au point de vue évolutif, on peut être quasiment certain que le ribosome en lui-même, au départ, était un brin d'ARN. Ok. C'est-à-dire qu'il a évolué à partir d'un brin d'ARN. Donc et effectivement, on a pu démontrer depuis qu'il y a des ARN qui sont capables de catalyser des réactions. Donc catalyser, c'est favoriser, permettre de mettre en d'augmenter la place des vitesse de réaction. Okay. Et là, effectivement, dans le ribosome, c'est un ARN, c'est une partie du ribosome qui est faite uniquement d'ARN, qui est près de l'endroit où s'effectue la formation de la liaison qui forme les protéines. Okay. Quand on assemble des acides aminés pour faire des protéines, il y a un endroit dans le ribosome où se fait cette liaison, qui est l'endroit essentiel du ribosome. Eh bien, dans ce lieu, on a la structure du ribosome, on a la structure tridimensionnelle. À proximité, il n'y a que des ARN, que des morceaux d'ARN, en fait. Donc, en fait, ça veut dire que l'ARN est lui-même catalytique. On a démontré qu'il y a beaucoup d'autres séquences d'ARN qui peuvent avoir des activités catalytiques. Donc, à partir du moment... Donc là, ce que tu prouves juste petite pause, pour expliquer, là, le ribosome, c'est un petit peu la machinerie, la grosse molécule qui permet de faire ces fameuses protéines dont on parlait. On rappelle Exactement. les protéines, les molécules ouvrières qui vont avoir un rôle dans votre organisme et qui vont faire en sorte que votre organisme fonctionne correctement. Il faut former les protéines. Pour les former, il faut assembler des acides aminés. Et qui est-ce qui va assembler les acides aminés? Les acides aminés ne vont pas s'assembler tout seuls, malheureusement. Il faut des acteurs un peu intermédiaires, il faut des médiateurs en quelque sorte. Et le ribosome fait partie de ces médiateurs-là. Là, ce que tu disais, c'est que le ribosome, il est lui-même constitué de fragments d'ARN qui vont jouer le rôle justement d'assembleurs, qui vont être capables de mettre les acides aminés les uns à côté des autres. Donc en fait, là, ce que tu veux montrer, c'est qu'en fait, l'ARN a un rôle dans la production des protéines, un rôle essentiel. Et donc, il met en place les protéines, et les protéines, après, vont jouer vont assurer la survie du corps, donc vont jouer un rôle au niveau métabolisme. Donc finalement, l'ARN est directement impliqué dans le métabolisme et permet au métabolisme de fonctionner. Donc c'est une molécule qui est... Enfin, le type de molécule qu'on qualifie d'ARN, parce qu'on va dire que l'ARN, c'est une famille de molécules. Les molécules de la famille des ARN sont du coup essentielles. Et voilà, c'est tout. Et je dirais que la séparation qu'on avait entre les acides nucléiques qui portent la séquence, qui portent l'information, donc ça, c'est l'ADN, entre guillemets, les acides c'est les nucléiques, molécules intellectuelles. C'est les molécules le livre. intellectuelles. Souvent on dit, c'est l'ADN. Les protéines, c'est les molécules ouvrières. Eh bien, on se rend compte qu'il y a des intellectuels qui ont été obligés de mettre les mains dans le cambouis pour arriver à fabriquer ces protéines, et que c'est resté depuis 4 milliards d'années ou 3 milliards et demi d'années. Donc ça, c'est quelque chose. Donc ça veut dire qu'effectivement, on pourrait imaginer un monde qui serait fait que d'ARN sans protéines. Alors, c'est un peu délicat. C'est effectivement une hypothèse qui a eu le vent en poupe, on va dire, entre 1980, le début des années 80 jusqu'aux années 2000. Parce qu'en fait, donc ça faisait suite à la découverte des activités catalytiques des ARN. Oui, et puis parce qu'on l'a pas, faut peut-être enfoncer encore la porte, mais l'ARN, c'est
c'est proche de l'ADN et donc ça porte aussi de l'information. En fait, l'ARN peut servir de porteur d'informations génétiques, un peu comme l'ADN. C'est un peu l'ARN est une copie, un petit peu, si vous voulez, grossièrement parlant, de l'ADN. Donc c'est pour ça qu'il est l'intermédiaire entre fabriquer des protéines et le code génétique. Donc il est un peu bivalent, quoi. Il a les deux fonctions très importantes du vivant. Enfin, parmi les deux fonctions, il y a le fait d'avoir de l'information génétique stockée quelque part et le fait d'assurer le métabolisme, le fait que ça fonctionne. Donc comme l'ARN a les deux fonctions, contrairement aux protéines qui, elles, font le métabolisme et l'ADN qui est les intellectuels, comme tu dis, du coup, Voilà, voilà, ça la rend bivalente et donc exactement. ce fameux monde qui a été postulé entre les années 80 et 2000, c'est du coup le monde ARN, c'est comme ça qu'on l'appelait. Donc Voilà. excuse-moi, et du coup tu voulais dire que cette théorie-là, elle a plus trop le vent en poupe aujourd'hui? C'est-à-dire que le problème qu'on a avec cette théorie, c'est que, pour que ça fonctionne, il faudrait un système qui soit capable de produire des monomères, hein, donc ce qu'on appelle les nucléotides, hein, C'est c'est les les parties qui sont ATGC, assemblées. c'est les lettres de à- l'alphabet c'est de ça, c'est les l'ADN. lettres d'un Et alphabet qui ATGC, sont vous savez. assemblées pour faire des ARN ou des ADN, c'est pas tout à fait les mêmes nucléotides, Ouais. mais donc il faudrait en disposer de ces monomères de manière assez purifiée pour donner lieu à Bah ouais, il toute faudrait. cette chimie. En fait, Et ça, on ne sait pas faire. Enfin, on sait, il y a quelques travaux qui ont, bon, pas en particulier avec les travaux de John Sterland à Cambridge, qui a montré qu'on pouvait synthétiser par des voies chimiques potentiellement prébiotiques ce genre de molécules, mais arriver à synthétiser les quatre, qu'elles soient concentrées, etc., suffisamment pour, on voit pas comment ça peut être fait. ouais, c'est Donc ça, ça. c'est C'est le gros point négatif. voilà, c'est le C'est gros point négatif. C'est c'est le en gros point gros négatif. de dire comment, en fait, pour résumer, comment une molécule aussi complexe que l'ADN, qui est formée des lettres A, T, G, C, vous savez, enfin, vous n'avez pas besoin de connaître ce qu'il y a derrière ces lettres-là, mais c'est des molécules complexes. Mais non seulement, déjà, il faut former les lettres, c'est pas simple, mais en plus, il faut que les lettres, elles soient, qu'on les colle les unes avec les autres pour former un squelette simple brun déjà, et éventuellement double si on a de la chance. Donc, en fait, d'un point de vue chimique, c'est extrêmement compliqué en fait de former des édifices comme ceux-là à partir finalement de pas grand-chose, parce que sur la Terre primitive dans les débuts, il n'y avait pas forcément tous les ingrédients à disposition pour directement former ces édifices-là. Exactement. Donc là, le gros point négatif de dire qu'il y a eu un monde ARN, un monde où il y avait ces ARN qui étaient en compétition les uns avec les autres, c'est de savoir mais comment on y arrive à ce monde-là en fait. Comment on fait en sorte d'avoir des molécules très complexes, comment on les transforme quoi. Parce que nous, en laboratoire, comme tu le soulignais, on est capable de le faire parce qu'on est chimiste et qu'on s'intéresse, on sait ce qu'on manipule et on fait en sorte de construire ce qu'on veut construire. Mais Et on rajoute il y a les quelqu'un de très connu. réactifs Il y a, voilà, les uns après. on met les ingrédients, on est les cuisiniers, nous. Voilà. On fait de la cuisine, donc on sait ce qu'il faut mettre dans notre recette pour faire le gâteau. Et au bon Alors, moment. et au bon moment. Et on sait combien il faut chauffer en température, voilà, Voilà. ce qu'il faut régler. Et je crois qu'il y a un collègue que tu connais très bien qui adore dire ça et qui dit il n'y a pas de chimiste sur la Terre primitive, dans le sens où à l'époque, il n'y avait pas de petites mains qui pouvaient mettre les bons ingrédients au bon moment pour former ces fameuses Exactement. entités extrêmement complexes. Donc du coup ça fait que le monde ARN, on se demande comment il a pu en venir à là quoi. Donc c'est compliqué quoi. Exactement. Et comment faire alors? Et là, Est-ce qu'il y a une autre hypothèse? alors la deuxième, il y a quand même un deuxième argument contre le monde ARN qui est relativement de bon sens, c'est que ça voudrait dire s'il y a eu un monde ARN qu'on avait des acides aminés qui se forment plus facilement que les nucléotides, hein, et que ces acides aminés, ils étaient là, hein, ils n'ont rien fait, ils ont attendu que l'ARN s'organise pour n'intervenir qu'après. Et ça, c'est un petit peu gênant. Donc en fait, s'il y a une solution à ces questions-là,
c'est probablement que les choses ont interagi ARN, nucléotides d'un côté et acides aminés beaucoup plus tôt qu'avant la formation avant qu'il y ait cette traduction par le ribosome, etc. Oui. On a eu probablement des interactions beaucoup plus primitives. Voilà, et ça, c'est la question. Et à chaque fois, on est, dans l'origine de la vie, on est confronté à un problème qui est le rôle du hasard. C'est-à-dire que on est tous d'accord que le hasard a joué un rôle dans l'évolution. Il a évidemment joué un rôle dans l'origine de la vie. Bon, il n'y a pas de question là-dessus. Par contre, si on donne un rôle trop important au hasard, on va devant des impossibilités. C'est-à-dire, on peut se dire, effectivement, on avait un mélange de nucléotides et puis, hop, par hasard, comme ça, il y a une séquence qui s'est formée qui avait la possibilité de faire d'autres séquences qui étaient plus rapides à se multiplier, etc. Ça, c'est archi improbable, en fait, parce qu'en fait, quand on regarde, c'est qu'en fait, quand on fait ça, il faut aussi que les séquences en question aient la capacité de resynthétiser des monomères, parce que pour qu'un monde ARN se développe, il faut entretenir un milieu riche en nucléotides, les briques de base, en permanence. Donc, il faut aussi que le système soit nourri en ingrédients en permanence, en fait, c'est ça. Voilà. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui virtuellement rajoutait les ingrédients. En fait, là, on parle de faire de la. Derrière. En fait, on parle d'une industrie qui produit plein de gâteaux. Et ces gâteaux, ils se complexifient. Puis des fois, il y a des petits agréments qui apparaissent sur les gâteaux, etc. Et en fait, l'usine, oui, on peut l'imaginer, mais elle ne fonctionne que s'il y a de la matière première qui rentre et qu'on puisse faire tous ces gâteaux. Donc là, c'est un peu le même problème, quoi. C'est l'histoire de la matière première à former, quoi. Okay. Donc, alors, on est un certain nombre à penser que la solution pourrait venir d'une chimie systémique, c'est-à-dire d'une chimie dans laquelle on ne prend pas une molécule isolée, mais qu'effectivement, on a un système de réaction assez complexe qui pourrait évoluer effectivement, qui intégrerait peut-être d'ailleurs déjà des stades très précoces des membranes, un peu comme les membranes cellulaires, qui pourraient former des poches dans lesquelles des réactifs pourraient rester effectivement associés les uns aux autres, tenus simplement parce qu'ils sont dans un sac, que cette membrane pourrait avoir des fonctions chimiques, qu'on puisse avoir des interactions entre acides aminés et nucléotides, etc. Donc, dès le départ, on est quelque chose qui a un niveau extrêmement basique, sans qu'il y ait vraiment de gènes ou quoi que ce soit. Oui. Mais en même temps, il faut quand même qu'on ait une possibilité de variation. Voilà. Et que cette variation soit transmissible. Donc tout ça, ce sont pour l'instant un peu des hypothèses. En fait, alors qu'il y ait peut-être un peu d'ARN là-dedans, qu'il y ait peut-être un peu d'acide aminé, qu'il y ait peut-être un peu de composants des membranes, et qu'on puisse essayer de construire quelque chose à partir de ça. En fait, l'idée, c'est du coup de se dire, bon, il y avait un système qui fonctionnait, qui était dynamique, à l'instar de celui qu'on a aujourd'hui, mais en version beaucoup plus simplifiée et probablement avec peut-être une chimie un petit peu différente, des réactions qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, par exemple, mais peut-être un certain nombre de réactions communes qu'on retrouve aussi aujourd'hui. En fait, finalement, tu es en train de dire que le vivant tel qu'on le connaît aujourd'hui était probablement très différent dans ses premiers âges au début, si on peut appeler ça aussi le vivant dans ses débuts. C'est-à-dire qu'il y avait des réactions chimiques aussi basées sur la chimie du carbone, chimie organique, mais dont le métabolisme, dont toutes les réactions chimiques étaient intriquées vraiment différemment les unes avec les autres, avec d'autres molécules en jeu que celles qu'on connaît aujourd'hui et qui sont extrêmement complexes, quoi. En fait, nous, on est le produit d'une évolution progressive des systèmes, en fait. Le système initial était beaucoup plus simple, alors que celui qu'on a aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec une machinerie
qu'on peut difficilement projeter dans le passé et se dire bah, cette machinerie qu'on a aujourd'hui, bah, celle du passé ressemblait probablement à ce qu'on a aujourd'hui, alors que non. En fait, c'est un peu un biais, finalement, c'est un peu un biais d'essayer de vouloir faire du vieux avec du neuf, enfin, dans le sens où de vouloir se servir de ce qu'on a, comment on fonctionne aujourd'hui pour définir ce qu'il y avait avant. Alors que peut-être que ce qu'il y avait avant était probablement fondamentalement assez différent, même s'il y avait peut-être des points communs. À propos de ça, il y a un problème évolutif qui est majeur. C'est qu'en fait, l'évolution, elle avance à la fois par l'amélioration progressive d'une fonction. Hein, bon, il y a une protéine qui a une fonction. Avec des mutations, hein, cette fonction va s'améliorer. Mais des fois, il y a une chose qui est différente. C'est-à-dire qu'il y a une protéine qui évolue dans une fonction, et puis, pof, un beau jour, il se trouve qu'il y a une mutation qui la rend capable de faire quelque chose de complètement différent. Ouais. Ce qu'on appelle, c'est-à-dire on a quelque chose qui évolue et puis qui trouve une autre application. Et c'est ce qu'on appelle l'exaptation en évolution. Donc en fait, que quelque chose qui est destiné qui a une fonction particulière, ouais. Voilà, va se trouver par hasard utile à autre chose. Eh bien, dans ce cas-là, il est absolument impossible de remonter la filière logique en se disant ben ça a servi à ça, donc ça s'est amélioré. Ouais, mais non, parce qu'on a eu, on a eu un ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La fonction a complètement changé, en fait. La fonction a complètement changé. Donc, en fait, voilà, c'est un peu comme si on se dit que les charrettes tirées par les chevaux, ben, ça a donné les automobiles. Effectivement. Hein, oui, si on cherche le moteur, dans une charrette tirée par des chevaux, il n'y a plus de piston. Oui, en fait, c'est ça, c'est que là, on est dans une situation où admettons qu'on n'a aucune trace, aucune archive de la charrette et qu'on vit avec des voitures. Et imaginez-vous dans une société où là, on a les voitures et on essaye d'imaginer qu'est-ce qu'une charrette. On ne sait pas ce que c'est une charrette. On n'a aucune archive, toutes les archives de tout ce qui existe sur les charrettes ont disparu. Voilà. Et donc là, ce qu'on aurait envie de faire, c'est de prendre la voiture et de simplifier certains éléments en se disant, bon, on va faire un moteur plus simple, on va faire chaque partie plus simple et se dire, la charrette, ça va être ça. Et en fait, finalement, on sait ce que c'est une charrette et c'est pas du tout ça. Enfin, du moins, il y a des choses qui peuvent ressembler, mais en grande partie, c'est pas ça. Donc, c'est vachement sympa comme analogie, j'avoue. Mais... Oui. Donc, en fait, et je crois qu'on... Ah, on a perdu Robert, je crois. Ou alors, c'est moi qui vous ai tous perdus. Ah non, c'est dommage, Robert. Non! C'était trop bien parti. Let's go. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il va revenir. Je pense qu'il va revenir. Il a eu un petit problème. Un petit problème qu'il avait déjà eu au début du live. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien parce que ça me permet de faire un point viewer un peu là. Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous dormez? Je vois que vous êtes encore une quarantaine. Donc ça me fait plaisir de voir que le chiffre finalement, le nombre se stabilise. Donc c'est plutôt cool. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Je sais que j'ai pas pris toutes les questions, mais j'espère que j'ai pu répondre à certaines. En fait, au fil des discussions, je me suis rendu compte qu'on avait quand même répondu à certaines questions, notamment les questions du départ qui étaient basées plus sur les molécules. Quelqu'un qui avait dit, par exemple, est-ce que la phosphine, qu'est-ce qu'on en pense de la phosphine? Voilà, c'était Omelette au fromage qui disait, est-ce que vous comptez parler de la phosphine peut-être détectée sur Vénus récemment? En fait, on n'en a pas parlé. Je pense pas qu'on va avoir le temps d'en parler, mais en fait, ce qu'il faut, avec les messages qu'on a fait passer ce soir, il faut comprendre que si on s'intéresse au vivant et à l'origine de la vie, il faut davantage s'intéresser au système, à l'interaction qu'il y a entre les constituants de la matière, les interactions qu'il y a entre les molécules, tout bêtement. Et donc, en fait, s'intéresser à une seule molécule, que ce soit la phosphine, que ce soit un acide aminé, que ce soit ce que vous voulez, en fait, ça n'a pas d'une grande pertinence dans le domaine de l'origine de la vie, parce qu'on va plutôt essayer de chercher les systèmes. En fait, ce qui serait intéressant de savoir sur Vénus, c'est par exemple comment la phosphine est imbriquée dans la formation justement
euh, de la chimie atmosphérique de Vénus. Là, Robert vient de revenir. Oui, Il doit se dire j'ai pourquoi. bugué. Il doit se dire pourquoi je parle de Vénus d'un coup. J'en ai profité que tu sois parti pour reprendre une petite question qui avait été posée il y a longtemps, qui était qu'est-ce que vous pensez de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus? J'ai expliqué que bon, depuis le temps, on a eu le temps de donner des éléments de réponse et de faire comprendre qu'il fallait pas s'intéresser à la matière en tant qu'entité, en tant que juste une molécule, mais plutôt au système. Et ce qui est intéressant sur Vénus, c'est plutôt de savoir comment la phosphine est intégrée dans un système de réaction chimique au sein de l'atmosphère de Vénus. C'est plus ça qui serait intéressant pour la question de l'éventuelle forme de vie vénusienne, même si, bon, entre nous, je suis pas sûr qu'on y croit beaucoup. Mais plutôt, je disais de faire attention aux déclarations qu'on peut voir un petit peu dans les médias, parce que des molécules qui peuvent avoir de l'importance pour le vivant, vous en trouverez toujours, même dans des milieux qui sont pas faits pour le vivant. T'as parlé de la comète Chury, dans laquelle on avait trouvé de l'acide aminé, c'était la glycine en particulier dans l'atmosphère, qui avait fait pas mal couler d'encre. La phosphine, pareil. Donc voilà, avoir une idée un petit peu plus systémique finalement de la matière plutôt que de la molécule en elle-même, quoi. Voilà, c'était juste pour revenir sur ça. Du coup, tu as été coupé. Je sais plus de quoi on parlait. Moi non plus. Oui. C'était sur le. Oui, on parlait. Alors moi, je me souviens que le dernier truc, c'était la comparaison avec les moteurs, les Oui, oui, voitures et la charrette. Et après, tu voulais rajouter quelque oui. chose. Mais je sais plus si. Non, je sais plus enfin, exactement. Peut-être qu'on peut répondre à des questions parce que c'est vrai que. Ouais, j'ai sauté des questions volontairement. En tout cas, n'hésitez pas là. C'est vrai qu'on arrive un peu vers la fin. On va s'arrêter, je pense, d'ici un quart d'heure ou quelque chose comme ça. On va pas non plus trop veiller. Mais si vous avez des questions que j'ai loupées et que vous voulez les reposer, n'hésitez pas. Euh, on peut revenir aussi sur certaines définitions s'il y a des choses que vous avez vraiment pas comprises et que vous voulez qu'on développe, enfin qu'on réexplique d'une autre manière. On peut le faire aussi. Euh, alors, qu'est-ce que j'avais vu sinon? Euh, L'autoréplication, ça, on en a un peu parlé. Est-ce qu'on a un moyen de fournir un indicateur ou un faisceau d'indicateurs qui peuvent caractériser la transition entre matière inerte et matière vivante? Mais c'est pareil, enfin, je veux dire, ça revient sur la définition de ce qui est vivant et Oui. pas vivant. En fait, finalement, enfin, le vivant est qu'une forme d'organisation de la matière, en fait, finalement. Et on pourrait le réduire à ça, non? En disant que. Moi, cette question-là, enfin, je me la suis posée euh, en me disant, imaginons hein, que j'arrive à faire un système qui se réplique dans mon tube à essai, etc., que je puisse le transférer, le faire croître, etc. Bon, en Ouais. partant de molécules, à partir de quel moment on va pouvoir dire c'est vivant ou ça l'est pas? Et je pense que si ça arrivait un jour, hein, d'essayer de publier ça en disant regardez, j'ai fait du vivant, alors bon, il y aura inévitablement un grand débat avec des gens qui diront non, c'est pas vivant, etc. Et en fait, avec des arguments. Hmm. Parce que c'est simplement impossible d'arriver à avoir un avis tranché sur la question. Donc je crois que ça se pose pas trop. Par contre, arriver à reproduire des phénomènes du vivant. Et c'est vrai que justement à propos du monde ARN, il y a eu des expériences qui ont été faites en 1967 par un des nommés Monsieur Spiegelman, Mhm. qui a fait évoluer in vitro des séquences d'ARN. C'est-à-dire qu'il mettait dans un tube à essai une séquence d'ARN initiale et il mettait avec des nucléotides, des mononucléotides Donc c'est les et ATGC, c'est ça? C'est les lettres voilà, de c'est ça, l'ADN? les Ok. lettres de l'alphabet activées Hmm. avec une enzyme qui avait été trouvée
donc une polymérase, Une enzyme, c'est une protéine particulière, les enzymes. Une protéine d'un virus, une ARN polymérase, qui était capable de faire polymériser l'ARN, en fait, à partir des petites briques. Donc là, il faut préciser, polymériser, ça veut dire, vous savez faire le collier de perles à partir des perles. Les perles, ça va être les lettres A, T, G, C, etc. Vous avez plein de perles, vous avez des A, des T, des G, des C, et en fait, ce que va faire l'enzyme, la protéine, là, c'est qu'elle va prendre ces perles, et à partir de l'ARN, parce que c'est ça, ils ont mis un ARN en plus. C'est ça, il y a un ARN... Ça va être le livre. Dupliquer, ça va dupliquer l'ARN. En fait, la protéine va regarder l'ARN, elle va voir de quoi l'ARN est formé, parce que l'ARN, c'est aussi formé des nucléotides. Enfin, c'est pas ATGC, c'est AT. Attends, c'est lequel? Le G devient U. à la place de la thymine. Oui, c'est ça. Donc, c'est ATUC, quoi. Okay. T devient U, voilà. Ouais, ATUC, merci Poloche. Et effectivement... bon, bref, c'est aussi un collier de perles. L'ARN, c'est un collier de perles où vous avez ces lettres-là. Et la protéine va lire le collier de perles et va essayer de, en quelque sorte, le reproduire. Elle va faire le brin complémentaire. Elle va faire un brin complémentaire. À partir des lettres, juste des ATGC qui se baladent dans... ATGC, c'est ça. Voilà. Et ensuite, le brin complémentaire va être retraduit dans la séquence initiale. Mais bien sûr, dans la copie, il y a des erreurs. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, M. Spiegelman? Il repiquait dans un autre tube, etc., de manière à faire évoluer ces séquences d'ARN. Et il a pu montrer que comme ça, il a forcé la réaction à aller vite en copiant, en prélevant, en faisant ces prélèvements avant que les séquences soient complètement copiées. Et donc, il a eu une évolution vers des séquences d'ARN qui étaient beaucoup plus rapides à se copier. Alors, effectivement, clairement, il a obtenu quelque chose qui se reproduisait, qui était capable d'évoluer. Alors, ça a évolué vers la simplicité plutôt que vers la complexité. Mais ça, c'est un autre problème. Mais globalement, est-ce que c'était pas la vie ? Alors pour accepter que ça soit la vie, il faut se dire que l'expérimentateur qui était derrière, qui faisait les prélèvements et qui repiquait, il faisait partie de l'environnement. Mais si on accepte ça comme environnement, à la limite, on pourrait croire que c'est presque déjà la vie. Donc, et c'est vrai d'ailleurs pour toute expérience dans laquelle on utilise un être vivant et qu'on le fait évoluer dans un environnement artificiel, quelque part. Ça, quand on fait des fermes de renards là, en Russie et que, tu sais, il y a cette expérience-là qui a été faite dans les années 80, je crois, où ils ont... en fait, c'était des fermes de renards pour... récupérer leur fourrure et pour faire des vêtements. Et je crois qu'il y a une équipe de scientifiques qui ont voulu étudier l'hypothèse de la domestication. Ils ont fait une domestication accélérée en faisant des sélections de renards, ceux qui paraissaient être les moins peureux et les plus avenants envers l'homme. Et ils ont montré qu'avec cette sélection naturelle forcée, on arrivait à avoir une race de renards qui changeait morphologiquement parlant, qui paraissait être plus petite, plus mignonne, et qui avait des caractéristiques un peu à l'équivalent du chien qu'on a aujourd'hui par rapport au loup, ou le chat par rapport au félin plus sauvage, quoi. Bon, bref, excuse-moi, j'ai dérivé, donc, mais c'est une sorte de sélection là qui a été faite aussi, quoi. Voilà. Sélection, mais à l'échelle moléculaire. Voilà, à l'échelle moléculaire. Donc, effectivement, est-ce qu'à l'échelle moléculaire, on pouvait considérer ces molécules comme des êtres vivants? Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est une question qui se pose dès qu'on va s'adresser à des systèmes comme ça. Je crois que donc la transition, c'est quelque chose on aura le temps de toute façon d'en débattre, hein, et je crois que ça sera, si on arrive à faire quelque chose, ça sera un large sujet de débat. Ah oui, c'est fou. Et ça sera déjà bon signe. Ouais, moi je le vois plutôt que plus être de la sélection que de la création de vivants, ou alors si on la compare à cette expérience qu'il y avait eu sur les renards, quoi. Mais parce qu'ils se basent déjà sur un matériel vivant, donc ils ne recréent pas de toutes pièces, entre guillemets, le système se base déjà sur quelque chose de vivant à ce moment-là.
Oui, tout à fait, voilà. Donc c'est pas une création ab initio, si on veut. Alors Voilà. un point peut-être important aussi au niveau de la sélection, Oui. et par rapport à la chimie prébiotique, c'est que quand on regarde la chimie prébiotique, par exemple celle que l'on a quand on analyse la matière des météorites, qui est de la matière organique, Ouais. qui s'est formée de manière totalement abiotique, on se retrouve, donc on se dit finalement, bah, c'est de la chimie organique, c'est simple. Eh bien en fait, non. Dans cette matière organique des météorites, on a peut-être 10 ou 100 ou 1000 fois plus de molécules différentes que dans le vivant, enfin, au Hmm. moins pour les molécules de base, si on exclut les protéines, les polymères. Mais j'allais dire, la chimie est basée sur un nombre relativement réduit de petites molécules. Donc ça veut dire que pour aller du non-vivant au vivant, on a forcément eu une sélection parmi les petites molécules. Ouais, Donc c'est ça. ça, la sélection est forcément présente très tôt. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est un très bon point, ça, de dire que le vivant ne se sert pas de toutes les formes de la chimie organique qui existent. En fait, il faut bien comprendre que la chimie organique, c'est un pan énorme de transformations qui sont possibles de la matière à base du carbone, en fait. La chimie organique décrit comment la matière à base de carbone évolue. Et en fait, le vivant n'est qu'une fraction. Le vivant n'utilise qu'une fraction des molécules de chimie organique qui existent, en fait. Enfin, des transformations de chimie organique qui peuvent être faites. Et donc là, il y a la grande question de savoir enfin, comment s'est spécialisé le vivant. Donc si le vivant est aussi spécialisé, ce que tu dis, c'est qu'il y a eu une sélection de certaines transformations particulières. Et cette sélection, elle a dû se passer vraiment très tôt dans l'histoire de la Terre pour qu'il n'y ait que ça, que tout le vivant soit basé sur ça, quoi. Parce que la chimie du carbone a des ressources pour faire une diversité qui est quasi infinie. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a probablement plus de possibilités de molécules de chimie organique qu'il n'y a d'atomes dans l'univers. Donc en fait, on est face à quelque chose d'un système dans Hmm. lequel la complexité est telle que tout ne peut pas être représenté dans l'univers. C'est comme si vous aviez plein de pièces de Lego et que, en fait, avec les chimies organiques, vous pouviez faire un nombre édifice de Lego incroyable. En fait, vous pouvez décider de faire un nombre incalculable de maisons, enfin, de faire ce que vous voulez, mais sauf qu'en fait, le vivant, lui, il va ne fabriquer que un seul type de maison, en fait, avec les édifices, quoi. Enfin, avec les briques de Lego. Il va jamais construire euh, un autre édifice possible. Il va vraiment être ultra spécifique, quoi. Ouais, c'est assez fou quand même de se dire. En plus, enfin, s'il y ait eu que cette forme-là qui marche, parce que maintenant le vivant est partout sur Terre et on pourrait se dire, mais il pourrait y avoir des formes alternatives en fait. Enfin, on se dit comment ça se fait que ça soit aussi spécifique avec le temps qu'il y a eu. C'est fou. C'est une question à laquelle on n'a pas de réponse et on ne sait pas si le système de protéines tel qu'on le connaît a été choisi parce que c'est le seul qui soit efficace, Hmm. si le système de stockage d'informations correspond à un optimum ou c'est une possibilité parmi d'autres, on ne le sait pas. Et c'est bien pour ça que les gens qui veulent aller chercher la vie sur Mars en essayant d'aller chercher des acides nucléiques, bon, à mon avis, il y a quand même assez peu de chances que ça marche. Ouais. S'il y a un vivant différent, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu de panspermie, c'est-à-dire de transfert d'un être vivant d'une planète à l'autre, il est probable, il n'est pas impossible que le vivant soit complètement différent. Ouais. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'on aura d'autant plus de chances, enfin, ou d'autant moins de chances de l'identifier. Oui, Parce que s'il est très différent, on on aura le vraiment beaucoup de mal à on l'identifier. n'aura pas les outils pour voir. Alors, il faut faire attention à Voilà. très différent. On ne parle pas non plus d'un organisme qui serait fait, par exemple, à base d'un atome complètement différent. Là, on reste quand même dans la chimie organique. On est d'accord que on va s'attendre à un organisme différent, mais toujours basé sur le carbone pour les conditions que tu as évoquées un peu plus tôt dans le live. Oui. Et
Du coup, oui, ça me faisait penser, ouais, sur une autre planète. Forcément, toutes les planètes ont leurs propres histoires et donc leurs propres matériaux. Donc c'est vrai que peut-être que ce qui a conditionné aussi la spécificité du vivant aujourd'hui, bah, c'est son matériau de départ. Donc en fait, effectivement, si une planète n'a pas exactement la même histoire que la Terre et n'a pas le même matériau organique de départ, bah, il y a probablement très peu de chances qu'elle reproduise le même organisme vivant que ceux qu'on trouve sur Terre finalement. Donc je Tout sais à pas. fait. Ouais, ok. D'autant plus qu'il peut y avoir des questions d'environnement, des températures un petit peu différentes qui peuvent tout changer, une atmosphère un petit peu différente, etc. Donc, bon, en plus, il y a une grosse inconnue, hein, au niveau de l'histoire du vivant terrestre, Hmm. qui est le fait qu'il y a eu des événements dont on sait très bien qu'ils ont été uniques. Prenons par exemple comme Formation événement de la Lune. unique. Non, non, Ah non, non. mais même au niveau de l'évolution, je Ah oui, pensais pardon. à l'apparition de la photosynthèse oxygénique. Donc Elle s'est produite qu'une seule fois, hein, c'est-à-dire que il y a des bactéries qui ont été capables donc de tirer leur énergie de la lumière en synthétisant de l'oxygène, en fait, et de l'autre côté, c'est-à-dire avec une réaction d'un côté on oxyde et de l'autre on réduit. Donc on a formé de la matière organique et cette matière organique, pendant qu'on l'a formée, on a rejeté un déchet qui était l'oxygène. Et ce hmm. déchet, il s'est trouvé que plus tard, il y a eu un autre mécanisme qui est apparu, qui était le mécanisme de respiration. C'est un métabolisme qui permet d'utiliser la Oxygène, du coup. combustion Ouais. de l'oxygène pour tirer de l'énergie. Et c'est ça qui a permis au fait d'avoir des êtres vivants autonomes qui ont pu se déplacer à la surface de la Terre Et et ouais, donc à nous d'être présents. Mais s'il n'y avait pas eu au départ cette invention de la la photo. synthèse de l'oxygène, je ne suis pas sûr que l'évolution n'ait pas pris un chemin totalement différent. Et là, bon, c'est un événement qui s'est produit qu'une seule fois. Je pense que les, les, les biologistes de l'évolution n'ont jamais identifié un autre mécanisme que celui-là pour Hmm. produire de l'oxygène. Ah ouais, ouais. Et donc, il est, comme tu l'as dit, ça a été fondamental pour l'apparition après des organismes vivants qui respirent, dont on fait partie. Donc, voilà, si la photosynthèse n'avait pas été inventée, on serait pas là, en fait, pour respirer tout Exactement. l'oxygène qui a été libéré dans un premier temps. Donc, c'est fou, là, le nombre de conditions, enfin, le chemin assez unique, finalement, que Exactement. le C'est vivant. historique. Ouais. C'est le vivant se développe comme quelque chose d'historique, c'est-à-dire que l'évolution dépend des événements précédents, etc. Ok. Ouais, ouais, c'est fou. Ça donne un peu le vertige sur la nature de ce que le vivant aurait pu produire, en fait, si tout ne s'était pas passé de cette manière-là, quoi. Mais C'est... peut-être que moi, c'est franchement ce qui m'a beaucoup intéressé, enfin, dans ma carrière finalement. Mhm. Peut-être par le fait que j'ai pu toucher un petit peu à tout, comme je l'ai dit au début, c'est-à-dire à de la chimie, à de la biologie, assez tôt, d'avoir les yeux ouverts un petit peu sur tout ça et d'avoir réussi à se rendre compte que, ben, à la limite, clairement, aujourd'hui, avec l'âge, j'ai appris une chose, c'est qu'on ne sait pas grand-chose, hein, C'est dur. et, et que vraiment, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à découvrir. Ça, j'en suis persuadé. Et que Hmm. souvent, on a des gens qui croient qu'on sait tout. C'est pas vrai, on ne sait pas Ouais, tout. ouais, ouais. La recherche a encore de beaux jours devant elle. Bon, après, ça, c'est une question de moyens. On parlait des Des postes, problématiques. etc. Ouais, Donc, je crois que, bon, c'est pas, rien n'est, rien n'est vraiment figé, en fait. ouais, Voilà. c'est un beau message que tu viens de faire passer. Moi, j'avais une dernière question, et après on s'arrêtera là. C'est une question un peu d'ouverture aussi, parce que tu nous as parlé des expériences dont tu pensais pas très pertinentes pour essayer de tacler la question de l'origine de la vie. Mais justement, toi, de ton côté, avec ton expérience, ton recul, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses à une expérience ou toi-même, tu travailles sur une expérience euh, dont tu penses qu'elle peut apporter, ouais, des réponses,
des éléments qui peuvent être pertinents? Et si oui, ces expériences-là, est-ce que tu peux les décrire de manière simple? Alors, je pense qu'il y a des travaux qui font avancer, et donc le groupe de John Sterland, ils font une chimie très intéressante à partir de photochimie basée sur donc des molécules très simples, en fait, en partant de cyanure, également de composés très simples comme l'hydrogène sulfuré, donc Mhm. des composés simples, du soufre, un hydrure de soufre si on veut, H2S tout simplement, le gaz Et- sulfuré, c'est l'œuf et- pourri, l'odeur ouais. d'œuf pourri, donc qui peuvent réduire sous l'effet de la lumière des composés très simples du carbone et mener à une chimie très complexe. Donc voilà. Donc ça c'est un peu le côté synthèse. Le Moi côté je dirais que synthèse. s'il y a autre chose qui pourrait avancer, c'est un petit peu ce qu'on essaierait de faire avec Grégoire Danger à Marseille. C'est cette idée qu'il faut aller chercher dans des milieux prébiotiques, des systèmes réactifs, et essayer d'identifier des réactions autocatalytiques. C'est celle où le produit se multiplie, parce qu'en fait, c'est des réactions qui peuvent se produire au sein de réseaux de réactions. C'est-à-dire Hmm. que un système autocatalytique, c'est pas directement un produit qui va catalyser. Non, il y a deux ou trois intermédiaires entre Hmm. les deux, etc. C'est un système plus Et complexe, quoi. Ouais. c'est un cycle beaucoup plus complexe. Et nous, en tant que chimistes, on a été éduqués à faire une chose, c'est à essayer de prendre une réaction à la fois, de l'étudier, d'améliorer son rendement, etc. S'il y a un produit qui est 3 étapes après, qui peut intervenir sur cette réaction en amont, on va passer à côté. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il faut essayer de regarder des systèmes réactionnels en même temps et essayer d'identifier là-dedans des réactions autocatalytiques. Probablement pas en essayant de comprendre tous les éléments, mais en Hmm. essayant de mettre les choses ensemble et d'essayer de tirer profit d'approches, j'allais dire, globales pour rechercher des comportements globaux qui vont témoigner de la présence de réactions autocatalytiques. Et quand on aura eu ces témoignages, on pourra essayer d'aller voir lesquelles sont les Plus réactions précisément. autocatalytiques. D'accord. Ouais, Voilà. d'abord déblayer Voilà le des terrain. voies. Ouais, ok, Voilà c'est des voies. super, super. Bah, merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci beaucoup, Robert Pascal. On va s'arrêter là. Merci à vous aussi, le chat, d'avoir suivi. Vous êtes encore une quarantaine. C'est bien. Les gens sont globalement restés. Alors après, Merci. sur les spectateurs, souvent ça bouge. Il y en a qui viennent, il y en a qui partent. Mais globalement, on est resté au même nombre de personnes. Donc c'est super cool. On n'est pas souvent une quarantaine sur le live pour assister à ce genre de discussion hyper enrichissante. Donc merci à vous d'être restés. Et merci beaucoup, Robert, surtout d'avoir pris ton Merci temps à toi, pour hein, expliquer, surtout euh, de... pour expliquer ta discipline. Bah, moi, ça me fait plaisir. Et puis, bon, tu sais que j'ai de l'affinité aussi avec ce domaine-là. Donc, ça a Bien été sûr. un plaisir de t'écouter parler. Et voilà, bon, je pense que tu pourrais encore parler pendant des heures. Il y a des choses qu'on n'a pas On abordées. pourrait. Mais là, je pense qu'il y a, c'est suffisant pour les gens. Déjà, si les gens qui sont encore présents ont réussi à avoir quelques infos à droite, à gauche, ça sera très très bien. Enfin, si vous avez retenu quelques éléments, ce sera largement suffisant, hein. Vous aurez l'occasion de vous renseigner à d'autres endroits. Puis moi, j'aime bien parler d'origine de la vie sur ma chaîne. Régulièrement, j'en parle. Donc, vous inquiétez pas. Bah, merci encore une fois, Robert. Est-ce que, avant qu'on se quitte, t'aurais pas un petit mot de la fin? Alors, t'as déjà dit beaucoup, mais voilà, un take-home message, tu sais, comme disent les anglophones dans le milieu. Et en attendant que je cherche. Je répéterai juste qu'il faut, euh, quand on pense à l'origine de la vie, il faut penser à ce qui est dynamique, hein. J'avais intitulé une de mes conférences Qu'est-ce qui remue dans la soupe? C'était à propos de la soupe prébiotique, La soupe, oui, la pour soupe savoir ce qui est primordiale. Ah, neuf. oui, une soupe. Voilà, donc c'est cette dynamique, quoi. Pensez à la dynamique, et pensez pas
pensez pas à un pot sur une étagère en passant à la chimie prébiotique, mais pensez plutôt à un gros mélange de goudron bien goudronneux, bien Une bonne voilà, bouillasse, bien dégueulasse, une quoi, c'est bonne, ça. voilà, Voilà, exactement. c'est bon appétit hein, pour ceux qui n'auraient pas encore mangé. Super, Voilà. bah, merci beaucoup encore une fois Robert, je vous remercie également le chat, merci pour vos questions, Merci à c'était tous, vraiment bonne cool. soirée. Et je remercie également la modération pour la modération et l'animation. Merci en particulier Poloche d'avoir répondu à pas mal de questions dans le chat. Du coup, on n'a pas eu besoin de revenir sur certaines définitions, c'était cool. Et voilà, prenez soin de vous, surtout. On se retrouve normalement mercredi, justement. Alors, avec probablement Poloche, il faut encore qu'on en discute, mais prochain live mercredi soir. On va encore parler un peu de vie parce que ça va être un react. On va regarder une vidéo de Il était une fois la vie sur la vaccination, un autre domaine, mais ça va être marrant. On va réagir un petit peu sur ce qu'ils en disent. Et voilà, en attendant, prenez soin de vous. Merci encore d'avoir été là. Et puis là, je vous envoie chez Tiadriel. Quand vous arrivez là-bas, vous lui dites j'ai tout compris. Voilà, je ne sais pas de quoi elle parle, mais j'ai l'impression qu'elle se renseigne aussi sur des choses très intéressantes. Allez, merci encore Robert, à très bientôt et bonne nuit. Salut! Bonne nuit.